Tu cherches le fil qui nous lie, nous relie, nous rassemble. Invisible nous délie. Fil d'amour, filament, on entend. Bonjour et merci à tous d'être venus nombreux en ce dimanche de Pentecôte pour participer à cette expérience. Parce que les Labo Origines, ce sont des expériences qu'on va tenter avec vous aujourd'hui. Quel est le but de ces Labo Origines? D'abord, les scientifiques aujourd'hui sont en train de découvrir des choses tout à fait extraordinaires qui nous permettent de comprendre un peu mieux d'où on vient. L'histoire est la suivante, c'est qu'il y a 13 milliards 800 millions d'années, il y a eu un Big Bang, une matière qui est apparue comme ça, et puis qui est partie à toute blinde, créant de l'espace et du temps en même temps. C'est ce que l'on appelle l'inflation. C'est un mystère, on ne sait pas très bien d'où ça vient, mais en tout cas, l'histoire, pour nous, a commencé là. C'est-à-dire que cette matière, au fur et à mesure de l'expansion, s'est organisée en structure et elle n'a pas cessé de s'organiser. Jusqu'au jour où, effectivement, il y a eu sur une planète, la Terre, ce qu'on appelle de la vie, encore qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que la vie. Et justement, les chercheurs apportent de plus en plus de réponses, jusqu'au point de dire que finalement, il n'y a pas d'origine à la vie. La vie fait partie de cette continuité. Donc, on rentre dans une nouvelle vision du monde qui fait énormément travailler nos imaginaires. Mais pour rentrer dans cette vision, nous trouvions qu'il fallait que tout cela résonne avec la sensibilité des artistes, quels qu'ils soient, toutes disciplines confondues. Et pour qu'on puisse raconter cette magnifique histoire avec les connaissances des scientifiques et avec les artistes, je me suis dit ce serait bien aussi qu'il y ait un philosophe. Parce que tout cela, effectivement, change la vision de nous-mêmes que nous avons dans ce monde. Donc, on s'est dit, réunissons tout ce monde-là et puis essayons ensemble de jouer avec nos imaginaires aux uns et aux autres. Donc c'est une expérience. Les artistes qui vont intervenir sur cette scène aujourd'hui sont des professionnels qui ont bien voulu prêter leur concours à cette expérience qu'ils vont découvrir aussi. Et puis les scientifiques aussi, c'est une expérience pour eux parce qu'il faut qu'ils jouent ensemble. C'est-à-dire que moi, je vais être là un peu comme un chef d'orchestre en disant, voilà, bon, c'est à toi d'intervenir, c'est à toi de jouer de la musique, c'est à toi de... Mais il y a aussi les artistes qui vont intervenir spontanément. Donc, il faut que tout ça fonctionne. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, tout de suite, je voudrais... Je mets mes lunettes. Je voudrais faire venir ici Anatole Khelif. Donc, je vous rappelle que le thème d'aujourd'hui, ce sont les mathématiques. Peut-être que ça vous avait échappé. Mais enfin, ce sont les mathématiques. Donc, les mathématiques autour de ce thème des origines. Alors, Anatole Khelif, on l'applaudit. Parce que le thème d'aujourd'hui étant les mathématiques, Anatole Khelif représente la communauté des mathématiciens. C'est un très grand mathématicien. Ben oui, Anatole, c'est une responsabilité. Et Anatole, vous savez, quand les physiciens ou les scientifiques ont des équations difficiles à résoudre, qu'ils n'y arrivent pas, ils viennent voir Anatole. Alors la première question que je voudrais te demander, Anatole, les mathématiques, ça a toujours été en toi? Quelle relation? De 8 ans. En fait, c'est comme s'il y avait, quand je cherche à résoudre un problème, c'est un gigantesque puzzle que je cherche à assembler. Pendant que des pièces commencent à s'assembler, je suis un peu comme dans un état de transe. En gros, un état où il vaudrait mieux ne pas me laisser au volant d'une voiture. À ce point-là? Oui. Et déjà à 8 ans, tu avais cette... Voilà. Alors, tu peux expliquer un petit peu, par exemple, quel genre de pièces que tu voulais rassembler?
Ben, à un moment, je faisais comme une sorte de... je regardais les nombres, comment ça sortait. Quand je sortais, une sorte de spirale en carré. Ouais. Voir comment ça s'arrangeait. Une spirale en carré. Oui, un peu comme ça. Ouais. Et puis voir comment c'était la suite des nombres et qu'est-ce que ça donnait. Et tu avais besoin de mettre des nombres là-dessus. Ben, oui, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux mathématiques à la suite d'un livre que j'ai vu au Palais de la Découverte Ouais. quand j'étais petit, parce que j'avais visité le Palais de la Découverte. Oui, très bien. Bon, enfin, tu vas nous en raconter beaucoup plus, bien sûr, sur ta relation avec les mathématiques, sur ta relation avec les scientifiques. Les scientifiques qui viennent te voir quand ils ont des difficultés à résoudre des équations très, très, très complexes et que toi, tu arrives à résoudre. Pas toujours. Non, pas toujours, bien sûr, on s'en doute, mais t'es quand même, enfin, tu as la réputation, parce que moi, je suis incapable de... Déjà, pour les questions physiques, la difficulté, c'est déjà d'écrire les équations. Même pas les résoudre, déjà rien qu'arriver à les écrire, c'est pas évident. Bon, alors, en attendant, tu vas t'asseoir là. Voilà. Et puis, je voudrais demander maintenant à Pierre Binet-Truy de venir nous rejoindre. Pareil, on les applaudit, parce que ce sont nos stars. Il faut les accueillir comme des stars. Ils n'ont pas l'habitude, hein. Ils sont acteurs aujourd'hui. Ils sont des acteurs. Bien acteurs. Voilà, voilà. Donc, Pierre Binet-Truy, toi, tu es physicien, cosmologiste. Pour toi, tout ce qui touche à la gravité, au trou noir, à la théorie des cordes, tu es un théoricien. Tout ça, ce sont tes jouets quotidiens. Le Big Bang, les trous noirs, tout ça. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, les mathématiques étant le thème d'aujourd'hui, je voudrais te demander ta relation personnelle avec les mathématiques. Est-ce que, comme Anatole, tu as été très, très jeune déjà dans cette espèce de relation très forte avec les mathématiques? Moi, j'ai aucune relation avec les mathématiques. Non, non, non. Comme je suis physicien théoricien, évidemment, on utilise les mathématiques. C'est un petit peu notre structure sur laquelle on s'appuie. Mais on va au-delà des mathématiques, donc on va en parler. Oui, oui, non, mais tu peux pas. Le problème avec les scientifiques, c'est que ils n'aiment pas parler de leurs émotions, alors que l'aborigine, c'est ça, il faut être dans ses émotions. Donc, émotionnellement, comment tu... Justement, quand nous, physiciens théoriciens, on utilise les mathématiques, c'est qu'on essaye de réfréner au maximum nos émotions. Donc, voilà, donc les mathématiques, c'est justement fait pour nous, pour mettre les émotions de côté et avoir des choses solides sur lesquelles on s'appuie. Et alors, ça t'intéresse d'être dans cette expérience où justement on va te demander de faire vibrer un peu tes émotions, ou ça te fait peur? Ça me fait peur parce que tu veux à la fois me faire parler de mathématiques et d'émotions, et justement, nous, on essaye de séparer les deux. Donc, tout ça pour dire que l'exercice n'est pas simple. Donc, Pierre, si tu veux t'asseoir là. Ouais. Alors maintenant, je vais demander à Alain Pluquet de venir nous rejoindre. Pareil, on l'applaudit, on dit qu'il est formidable. Voilà. Alors, bonjour Alain. Vous voyez comme il est timide? Non, pas tout de suite. Ah, je voudrais croire que tu t'assois là et pas là. Oui. Non. Vous voyez comme il se retire, il a envie déjà de partir. Ils sont comme ça, les scientifiques. Ils sont timides. Comment ça... Alors, je vais poser la même question, ta relation avec les mathématiques. Parce qu'il faut vous dire qu'Alain a fait le conservatoire de musique, et puis en sortant du conservatoire, il s'est dit, je suis passionné aussi par la physique. Alors, il a dû vivre des moments d'indécision terribles. Non? Ah non? Non, ça a été vers la physique tout de suite? Finalement, tu as choisi... J'ai pu faire les deux à la fois, donc j'ai commencé par un, puis après le deuxième. Ouais. La physique d'abord, et puis la musique d'abord et la physique après. Oui, mais tu as abandonné la musique, du coup. Non, pas tellement. J'en vivais, donc il fallait que je paye mes études. Ah, d'accord. Et alors, les mathématiques dans tout ça? Les maths, c'est comme la musique, c'est beau et ludique. Voilà, ça, c'est ce qui me motivait. Et toujours, d'ailleurs. Oui. Je pense vraiment que c'est un jeu avec l'intelligence, avec les formes. Et Oui. c'est à la fois ludique, on s'amuse, le cerveau joue avec ça. Et jouit de ça. Oui. Et c'est beau, ça, j'aime la beauté, ça m'intéresse.
Les mathématiques, c'est vraiment une base pour la beauté? Je pense que oui. Je pense qu'il y a des mathématiciens qui pensent que c'est beau. Moi, quand je vois un beau théorème, une belle démonstration, certaines équations, je trouve ça beau. Mais donc, pour le commun des mortels, parfois, c'est très très surprenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés pour la vie avec les mathématiques. Mais je pense que les mathématiques, c'est vraiment un truc. Il y a un sens esthétique à tout ça qui est fort. Et musique et maths, c'est presque la même chose. Ça date pas d'aujourd'hui. Tu peux parler un tout petit peu plus fort, tu sais, d'une façon générale. Tiens, ben assieds-toi là. Oui. Et puis maintenant, je vais demander à Pierre-Louis Després de venir nous rejoindre. Alors, Pierre-Louis. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Marie-Odile, bonjour. Alors Pierre-Louis n'est pas tout à fait un scientifique. Pas tout à fait. À moitié, je suis logique. C'est ça. Ah oui. Il est philosophe. Et lui, il a une chose vraiment extraordinairement intéressante dans sa vie, c'est qu'il a créé une agence, une société de conseil à l'innovation. Mais en tant que philosophe, conseil en innovation, il y en a plein. Mais en tant que philosophe, c'est pas si évident que ça. Donc ça veut dire que au lieu de donner des conseils dans une innovation parce que ça va rapporter des sous, toi tu dis est-ce que comment cette innovation va jouer philosophiquement dans nos sociétés, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je m'intéresse plutôt aux problématiques de société, mais surtout au lieu de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà le nouveau, j'aide les cerveaux, les imaginations à créer. Et ça, c'est le propre de la philosophie, c'est-à-dire de penser un peu l'impensable, de penser le nouveau. Donc voilà pourquoi il y a un lien entre ma formation et mon métier. C'est de trouver du nouveau avec les autres, effectivement, si possible, sur des sujets qui amélioreront nos vies. Et les maths? Bon, les maths, quand tu m'as dit c'est une soirée, ça c'est une matinée sur les maths, je me suis dit ça y est, je rentre à l'école, quoi. Eh ben parce que je le dis, moi les maths, j'ai mal au ventre, quoi. Quand je pense aux maths, parce que OCP, comme beaucoup. Ah ouais, mais c'est quelque chose absolument à étudier, parce que OCP, donc entre 6 et 7 ans, vous vous rendez compte, tu m'as fait rajeunir, hein, merci. Mais quand même, j'avais mal au ventre parce qu'il y avait les jetons blancs d'unité et les jetons rouges de dizaines. Et je me suis demandé finalement qu'est-ce que ça m'avait apporté dans ma vie. Donc je te remercie de m'avoir jeté dans des affres de réflexion. Ben, si, ça m'a apporté une chose, c'est que je me suis trompé. Et même à 6 ans, on fait déjà des erreurs. Et donc, au fond, les maths, c'est une histoire d'amour contrarié entre moi, le philosophe, et les matheux. Mais au sens strict du terme, amour contrarié parce que effectivement, je me trompais, et je me suis beaucoup trompé, je le jure, mais je me suis aussi trompé ailleurs et je continue de me tromper. Donc au fond, j'ai une espèce de principe de vigilance qui est d'essayer de raisonner. Et deuxièmement, pourquoi de l'amour? Eh bien parce que, ça c'est très paradoxal, tu ne le sais pas, malgré la préparation par téléphone, c'est que la plupart de mes amis sont scientifiques. Bah, c'est normal. Et oui, et donc là... Non, mais quand on est philosophe, on ne peut que s'intéresser à ce qui se passe dans le milieu scientifique. Certes, mais j'ai encore plus de plaisir à être ici qu'avec que des philosophes, parce que le mélange et la différence, c'est ça qui me passionne. Et donc, je me suis dit finalement, les maths, mais c'est dans ma vie. Formidable. Alors on l'accepte. Tiens, voilà, Alain veut que tu viennes à côté de lui. Et alors, notre dernier scientifique présent aujourd'hui, c'est, je l'appelle Jean-Pierre Bibring. Jean-Pierre Bibring, on l'a très très fort. Ici, non, c'est ça. Alors, Jean-Pierre Bibring, vous avez ici en face de vous le très grand spécialiste de la planète Mars. C'est Jean-Pierre qui est responsable de toutes les missions pour la France martienne. Et qu'est-ce qu'on va chercher sur Mars? Entre autres, des traces de vie. Et Jean-Pierre a été chef de mission aussi sur Rosetta. Déjà, dès le départ, tu as travaillé sur ce... Comment on dit, une sonde?
Le Rosetta, c'est une sonde. Sur la mission Rosetta. Et c'est lui qui a été responsable de la mission Philae. C'est-à-dire cet incroyable petit engin gros comme une puce qui va se poser sur un tout petit caillou gros comme une grenouille. et il fallait, alors là, les maths. Hein. Oui, il y a toujours des maths partout, c'est sûr. Après, oui, non. Pour calculer les trajectoires, pour correspondre à tout ça, c'est des mathématiques, c'est sûr. Mais c'est un outil, c'est un langage. C'est pas... Tous on utilise une langue, on n'est pas linguiste, tous on écrit, on n'est pas écrivain. Et moi j'utilise les mathématiques comme un outil, mais je ne suis pas mathématicien, il y en a d'autres ici. Donc effectivement c'est incontournable quelque part. Mais je ne fais pas de recherche en mathématiques. Les mathématiques sont vraiment pour nous l'outil de base qui nous permet de chiffrer ce que l'on veut. On veut décrypter le réel. Et quand on dit qu'on le déchiffre, ça veut bien dire ça. C'est-à-dire qu'on communique avec des chiffres pour le réel. Et ensuite c'est l'interprétation de ces chiffres qui sait nous donner la réalité. Alors, tu vas tout à l'heure nous donner les dernières nouvelles de Rosetta et de Philae. Hein. Ah, formidable. Donc, on aura la primeur. Hein. Parce que tu rentres de Darmstadt, là. Oui, on circule beaucoup dans ce métier. Oui. Merci Jean-Pierre. Non, mets-toi plutôt là. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Nos acteurs scientifiques qui vont intervenir, qui vont jouer ce spectacle pendant toute cette séance. Mais là, je voudrais... vous voyez cette espèce de truc-là? Eh bien, derrière, il y a un artiste peintre. Mets-le bien droit. Et pendant que nous étions en train de parler, qu'on faisait connaissance avec nos scientifiques, voici ce qu'il a peint en quelques minutes. Donc, est-ce que tu peux d'abord nous dire comment ça te fait, comment tu vois ce jeu que nous sommes en train de jouer? Déjà, moi je me sens tout petit par rapport à ces scientifiques. Donc le petit lapin. Attends. Ah oui. Donc le petit lapin. Et vous m'entendez là mieux. Oui. Et non, j'essaie d'entendre et d'écouter ce qui se dit et de me laisser emporter. Elle a beaucoup parlé d'émotions. Et je crois qu'avec les émotions, il y a quelque chose de très, flottant. Ça bouge constamment. Mais je pense qu'avec les mathématiques aussi, les chiffres sont des choses presque vivantes. Et les traits, pour moi, le trait, c'est un peu comme les mathématiques. C'est-à-dire qu'il faut réussir à harmoniser les choses. On ne sait pas où on va, mais doucement, les choses se construisent. Et ce qui est très important, et Marion n'arrête pas d'en parler aussi, c'est l'imaginaire. Et je suis sûr qu'ici, on voit des choses, et vous voyez des choses, certains voient des choses, mais tout le monde ne voit pas les mêmes choses. Donc, moi, mon travail, c'est sur les pareidolie. Les pareidolie, c'est quand vous regardez dans les nuages et vous voyez des formes, mais chacun voit à sa façon ce qui se passe dans les nuages. Donc je pense que je suis assez près des mathématiques et de la science pour ça. On transforme le monde à sa façon, avec les connaissances qu'on peut avoir. À tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, j'avais une question à lui poser. Ah, pardon. Mais bon. Oui, non, je voulais te poser la question de savoir comment tu traites tes émotions d'artiste à partir de ce que vont nous dire tous ces scientifiques. Alors, je vais essayer un pari qui est assez difficile, c'est de me mettre en état de synesthésie. Synesthète. Je vais essayer de me transformer en synesthète, c'est-à-dire le scientifique parle de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, mais en même temps, il a une musique comme moi j'en ai une avec mes mots, une vibration à l'intérieur, qui est pas liée à l'affect, pas les émotions affectives, mais les émotions de la singularité de celui qui va expliquer une situation scientifique ou artistique. Et moi, je vais essayer d'être à l'écoute de ça et de traduire avec ça, par le trait, la vibration de celui ou de celle qui va Mario. Là, il y a beaucoup de Mario là. Ah ouais? Ah bon. Vous la voyez, Mario là? Voilà. Il y a aussi, voilà, enfin, le scientifique est là, vous voyez. Puis là, c'est plutôt les artistes qui ne sont pas totalement inachevés. Voilà. Donc c'est ça en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, ouais, si, c'est bien. Ok.
Bye. Vous n'êtes pas prêts encore? Donc là on a deux comédiens qui interviendront quand ils le veulent. Donc là, ils ne veulent pas. Alors... C'est matière. Ça fait rien, ça fait rien. Jean-Pierre, alors, tu vas à présent nous raconter cette aventure, en quelques minutes, bien sûr, cette aventure extraordinaire qui est Philae, parce qu'on ne peut pas parler de tout ce que tu fais qui est tellement génial. Mais là, concentrons-nous sur Philae et Rosetta. Qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? Alors, je peux dire bonjour, c'est vraiment épatant que Mario organise des rencontres comme cela. On m'appelle Mario dans la vie, c'est ça? Bah oui. Et donc, bon, c'est vrai qu'il y a une attente énorme en ce moment avec Rosetta et Philae en particulier, parce que, comme je vais vous le redire dans un instant, l'objectif c'était de se poser. On s'est posé en novembre dernier. Mais si on se pose, c'est pour faire des observations, bien sûr, après. On n'a pu faire qu'une partie des observations, pour des raisons que vous connaissez probablement, que je vais recommencer à expliquer. Mais on espère, bien sûr, pouvoir les continuer. On est pile dans cette attente-là maintenant, parce que c'est très compliqué. Mais on a bon espoir que ça va se faire à l'échelle des semaines. Je me souviens qu'une des dernières fois, on s'était rencontrés ici, qui était, enfin pas ici, mais dans ce labo Origine, c'était juste avant qu'on se pose, et l'émotion était grande déjà, parce qu'on allait se préparer à ça, et voilà, on a réussi à cette étape-là. Alors, juste d'un mot, un peu le contexte, vous savez, on est, comme on est au centre réellement d'un processus, on ne prend pas le recul comme toujours pour en prendre la mesure, mais l'exploration spatiale du système solaire, c'est pas quelque chose de très ancien, on a démarré il y a quelques décennies de cela. Et on essaie de paver cette exploration de grands moments comme cela. On a découvert progressivement ce à quoi ressemblent les différents objets sur lesquels on est. Et ça change énormément de choses quand on réalise ce qu'on imaginait, ce qui était même notre propre objet, la Terre et les autres objets il y a encore quelques décennies. Ça ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on en a maintenant. Et ça, c'est parce qu'on a été capable d'aller voir de près ce qui se passe. Et donc, on est en train de paver ça d'un certain nombre d'expériences, de grands moments. Et ça aboutit à une idée absolument triviale peut-être, mais tout à fait fondamentale, qui est cette idée de la diversité. Personne ne s'attendait à la diversité des objets tels qu'on les a aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la Terre est tellement différente de Mars, de Vénus, de Mercure, de Jupiter, alors que tout ça provient d'un même matériau d'origine finalement? Et quand on regarde comment les choses évoluent maintenant, on essaye réellement en particulier de se poser la question de savoir si ces processus qui ont conduit à cette diversité de ce que nous sommes aujourd'hui sont des processus très génériques qui se trouvent partout, ou bien s'il a fallu des ingrédients très spécifiques qui font que la Terre est différente, etc. Et plus on va, plus on essaie de comprendre ces processus-là. Et il y a 10 ou 15 ans, on ne les voyait pas comme on les voit aujourd'hui. Donc je ne vais pas élaborer longtemps là-dessus, mais c'est ça, notre recherche fondamentale, c'est de continuer à comprendre ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, alors que Mars peut-être a connu l'origine de la vie et une certaine émergence, mais ça c'est dans si c'est le cas, ça s'est arrêté très tôt et on pourrait comprendre et expliquer pourquoi ça s'est nécessairement arrêté sur Mars et probablement ça n'a jamais démarré nulle part ailleurs dans le système solaire. Et la question bien sûr est de savoir si dans notre galaxie il peut y avoir d'autres endroits où des choses pareilles ont pu démarrer. Et on est en train de changer fondamentalement notre idée de ce que sont les chemins d'évolution précisément et ce qui va ancrer des chemins d'évolution si divers au cours du temps. Alors, tout ça, c'est pour dire que parmi ces ingrédients-là, il y a en particulier l'origine non pas de la Terre comme objet, mais de ce qu'elle porte et de la vie, bien sûr. Et cette question de l'origine du vivant est aussi une question lancinante, qu'on n'est pas les premiers, bien sûr, à se poser, qui a toujours été là. Mais je dirais que pour la première fois, on peut l'aborder d'une manière qui ne soit pas dogmatique, mais réellement scientifique, c'est-à-dire à partir d'une certaine représentation. On essaye de se faire des prédictions observationnelles, aller sur place pour voir, confirmer ou invalider ce que l'on pense. Et parmi cela, c'est là que Rosetta arrive, il y a cette idée que pour que la vie puisse se formaliser à un moment donné et passer à un stade suprême, ou supérieur en tout cas, d'organisation, il a fallu des ingrédients moléculaires d'origine, avec en particulier des chaînes de carbone, des molécules très particulières. Et là-dessus, les gens ont beaucoup évolué au cours du temps sur ce qu'ont pu être ces choses-là. Et depuis une trentaine d'années est née l'idée, en fait c'est né lorsqu'on a été voir pour la première fois la comète de Halley en 1986, qui est une expérience absolument incroyable. En 1986, le spatial quasiment venait de naître. On a envoyé des sondes qui étaient à la rencontre. Là, on a juste survolé. C'est des expériences qui ont duré 2 minutes. Vous voyez. Et en 2 minutes d'observation, on a observé quelque chose qu'on ne s'attendait absolument pas à trouver, qui est que ces objets cométaires, qui sont essentiellement faits de glace, et surtout de glace d'eau pour 80%,
sont les plus sombres qui soient des objets du système solaire. C'est plus noir que du charbon. Or, c'est que de la glace. Si vous allez voir le Mont Blanc, il est blanc, et on ne s'attend pas à ce qu'il soit complètement noir. Et s'il est noir, c'est que cette glace est ensemencée de composés organiques très réfractaires, très absorbants, très sombres, et que ces molécules qui sont là-dedans ont été formées dans l'effondrement même du nuage qui a donné naissance au Soleil et aux planètes. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais cette chimie très particulière qui s'est passée il y a plus de 4,5 milliards d'années, et qui a donné naissance à ces molécules, a pu être fondamentale pour le vivant, parce que vraisemblablement, ce sont ces molécules qui ensuite, ensemencées dans les océans planétaires, en tout cas dans les océans terrestres, ont pu servir de maillon à l'émergence du vivant. D'où l'idée d'aller récupérer ces molécules et de les analyser. Et comme on n'a pas été capable, parce que c'était plus compliqué, d'aller sur un noyau, de prendre de la glace et de la ramener pour l'analyser en laboratoire, on a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire de fabriquer un laboratoire qui irait sur place analyser. Et la mission Rosetta, c'est ça. C'est cette étape que l'on a essayé de franchir pour aller sur place et analyser ce matériau que l'on croit être un trésor d'informations par rapport à ce qu'ont pu être certains des ingrédients qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui, après 4 milliards d'évolutions. Et donc, fabriquer ça, c'était compliqué, parce que pour la première fois, il s'agissait de fabriquer un engin capable de se poser très loin du Soleil, avant que le Soleil n'ait le temps de modifier même ces molécules. Donc, ce qui, très loin, veut dire très froid. Et il a fallu fabriquer avec les technologies des années 80 et 90, parce que tout ça s'est fait il y a 25 ans, un engin capable, ensuite, c'est ce qui se passe maintenant, de se poser et d'analyser les choses. Donc, c'était vraiment très, très ambitieux, à la limite de ce qu'on savait faire à l'époque, à la limite... on va dire, à la limite de ce qu'on saurait faire encore aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'essentiel, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a réussi à choisir une cible, à aller à sa rencontre, à se mettre en rendez-vous autour, c'est-à-dire à ralentir la sonde principale pour avoir la même vitesse. Et actuellement, on suit la comète dans son périple autour du Soleil. Et actuellement, on est en train de se rapprocher avec elle du Soleil. On va être au plus près du Soleil le 13 août de cette année. Mais à un moment donné, il fallait larguer ce fameux module Philae, qui est un module d'une centaine de kilos, bardé d'instruments, il y a 10 instruments à bord. Il fallait faire en sorte que ce module se pose sur un objet. Il faut bien concevoir que quand on a conçu cela, on n'avait aucune idée de ce sur quoi il allait se poser. Donc il fallait imaginer des systèmes pour se poser sur quelque chose qui pourrait être extraordinairement dur comme du ciment, ou au contraire complètement mou comme de la chantilly. On n'avait pas d'idée de ce que ça pouvait être il y a 25 ans. D'ailleurs aujourd'hui on en a une meilleure idée, mais... Et on s'est aperçu en fait qu'on a réussi à faire un système qui finalement a réussi à se poser, mais d'une manière un peu plus compliquée qu'on l'imaginait, parce que cette comète ne ressemble pas du tout à aucun des modèles qu'on avait pu construire au cours du temps, à nouveau, parce qu'on n'avait jamais été voir de cette manière ce genre d'objet. Et c'est ce couplage entre une ambition et des défis technologiques et scientifiques qui fait la force de ce genre de choses. Et qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, on commence maintenant à comprendre ce que sont ces objets cométaires, à quel moment ils se sont formés, de quoi ils se sont formés, quelle a été leur histoire initiale. Et en particulier, ce qu'on a découvert, c'est que ce noyau cométaire est entièrement recouvert de matière organique. Il n'y a absolument pas à la surface de glace qui apparaît. Or, la glace est présente partout dans la masse de cet objet-là. Mais de passage près du Soleil en passage près du Soleil, la surface, où qu'elle soit, c'est des petits grains, mais ce sont des grains parfaitement organiques. Ce sont des grains, je ne veux pas dire vivants, mais des grains riches de carbone, d'azote. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'il y a énormément d'azote, ce qui est très important d'ailleurs dans cette chimie du carbone, qui recouvre tout cela. Et donc, non seulement on a compris, on est en train de comprendre, vous voyez, c'est en train de se faire bien sûr, le processus qui a conduit à la formation de cet objet-là, par accrétion d'un matériau où dans ce ciment de glace, tous les constituants initiaux ont pu se mettre dedans, mais on a compris qu'effectivement ces matériaux organiques sont à la surface et qu'on est capable de les analyser. Et pour la première fois, parce qu'on s'est posé, ensuite on a rebondi effectivement un certain nombre de fois, qui fait qu'on n'est pas là où on aurait souhaité être finalement, encore que, on va voir ça dans un instant, mais on a, d'abord la première chose à dire, c'est qu'on a réussi quand même à se poser à 100 mètres de l'endroit qu'on avait visé, et le tout se passe à 500 millions de kilomètres. Donc c'est quand même... bon, il fallait quand même... Il y a des mathématiques. Il y a beaucoup de mathématiques, il fallait calculer beaucoup de choses, il fallait surtout de la précision dans les moments où on met les moteurs en route, dans la direction qui va bien, etc. Bon, mais c'était des moments d'angoisse extraordinaires, toi qui aimes les émotions. Parce qu'on devait se poser un soir, pour vous dire en 2 mots, puis je terminerai juste la réponse, après j'arrêterai. On devait se poser un soir, donc en fin de journée, et donc, mais la distance à laquelle on se posait était tellement grande qu'il fallait 25 minutes à la lumière pour venir, 28 minutes, même
demi-heure quasiment, pour nous donner de l'information. Donc, bien sûr, c'est pas du temps réel. Donc, on attendait vraiment les premiers signaux pour savoir si oui ou non on s'était posé. Et effectivement, on a eu les premiers signaux disant qu'on avait touché. Et immédiatement, comme la première chose qu'on devait faire après, c'est des images avec nos caméras, juste après avoir sablé le champagne, je suis tout de suite monté pour essayer de sortir les premières images. Et là, c'était l'horreur parce qu'on s'est aperçu que les images étaient floues. Que, alors que les images ont été prises après le moment où on s'est posé, et ben on était en mouvement. Et là, tout d'un coup, ça, plus d'autres informations nous ont dit, ça c'est terrible, on a touché, mais on est reparti. Et on n'avait aucune idée de savoir à quelle vitesse on était reparti. Or, cet objet est tellement petit qu'il n'y a pas de gravité, il suffit d'une toute petite vitesse pour quitter le noyau. On s'est dit, c'est pas possible. On a quitté et on va redevenir un objet interplanétaire. Et donc, il a fallu immédiatement réfléchir à ce qu'il faudrait faire au cas où, effectivement, on aurait la chance, malgré tout, d'avoir une vitesse inférieure à la vitesse de libération. Et on a, à l'échelle de quelques minutes, en fait, quelques heures, refabriqué un programme d'observation pour le lancer à la sonde principale, pour que si jamais elle peut communiquer avec Philae, elle puisse y donner un certain nombre d'ordres pour réopérer, refaire des choses. On a passé la nuit à cela, jusqu'à 6 h du matin, le lendemain matin, où on a observé, mais c'était un moment incroyable, pour la première fois cette image qui ensuite a fait le tour de la Terre, où on voit un noyau cométaire au repos avec le pied de notre engin là qui est bien posé dessus. Et on était posé, c'est-à-dire que le rêve que l'on avait de se poser sur un objet était là. Donc ça, c'était absolument incroyable. Et ensuite, on a regardé toutes les images parce qu'on avait un panorama. Et là, ça a été à nouveau l'angoisse parce qu'on s'est aperçu qu'un grand nombre d'images montraient qu'en fait, on était complètement de guingois. Au lieu d'être posé comme ça, on était posé, si on peut dire, verticalement par rapport à l'horizon local. Et c'est ça le problème dans lequel on est maintenant, c'est que la position dans laquelle on est après tous ces rebonds fait une double chose. D'une part, on est dans un endroit qui, du point de vue des échantillons, est bien meilleur que le premier qu'on avait touché. On voit devant nous notre Graal, c'est-à-dire qu'on voit effectivement ces blocs de glace sombres dans lesquels il y a ces molécules fantastiques qui sont bloquées dedans, et on a tous les instruments à bord pour pouvoir les analyser. Mais pour l'instant, on les a très peu analysés. Et on attend de pouvoir se réveiller. Mais pour se réveiller, il faut qu'il ne fasse pas trop froid, parce qu'on a un ordinateur qui marche bien, mais il ne marche que si on est au-dessus de moins 45 degrés. Et là, quotidiennement, on essaie de le réveiller, et manifestement, la température est encore un petit peu trop froide. Mais plus on attend, plus on se rapproche du soleil, et on espère qu'à l'échelle des jours, des semaines qui viennent, ça va fonctionner. Donc on a déjà une première analyse de la composition. On a des compositions très intéressantes, effectivement. On a un couplage de molécules aromatiques, comme on dit, benzéniques, et des molécules linéaires, aliphatiques, qui sont là-dedans. Et donc on voit qu'on est très près de comprendre ce qu'est cette chimie primordiale qui a pu être fondamentale pour l'émergence de la vie. Mais on attend vraiment le réveil. Bon. Merci. Dans un prochain Labo Origins, on aura la suite, parce que les Labo Origins, c'est ça aussi, c'est de Labo Origins en Labo Origins. Il faudra prendre un abonnement, puisqu'ils vont avoir lieu régulièrement. On vivra aussi la science en marche, en train de se faire. Pierre Binet-Truy, alors, donc, je rappelle que vous êtes physicien, cosmologiste. Vous utilisez beaucoup les mathématiques, mais vous, beaucoup pour la théorie. Les comédiens. Bon, alors, après. Hein? Je cherche mon morceau du puzzle, là. Tu l'as pas vu? Tu es encore en train de faire un puzzle. Oui. Alors qu'on est là, on vient enfin de se poser. Ça fait 25 ans qu'on s'est rencontrés. Je sais. Et là, tout d'un coup, on se dit, il faut se poser. Je sais, il faut se poser. Mais pour l'instant, je vois des spirales en carré, je vois des parallélépipèdes en losange, je vois des choses. Écoute, Philae, je suis ta Rosita. Il faut quand même que tu me regardes en face, Rosita. Oui, Rosita. Tu vois tous ces espoirs qu'on a eus, et puis enfin on décide de s'installer, c'est vrai. Et puis on se pose mal, oui. Tous ces rebonds. Oui, on rebondit, on se retrouve 25 ans après, je sais, mais... Ah! Écoute, mon noyau cométaire. Ah, je sens mon noyau cométaire qui me joue des tours. Écoute, oui. Tu fais de carbone, d'azote, je t'aime. Oui. Moi aussi, je t'aime. Ces petits grains organiques sur toi, tout le temps. Ce carbone, cet azote. Ah, tu le sens. Tu sais, quand j'ai eu ce premier amant à lait, il était tellement froid, il était tellement noir. Oui, c'était un trou noir, je me rappelle. Et un trou noir, c'est troublant. Écoute, celle-là, on la connaît. Hein. Oui. Tu sais que... Maintenant, c'est un peu tard. C'est vrai qu'il y a 25 ans, on était encore jeunes. Et puis que maintenant, de se dire, bon ben voilà, on va vivre notre vie ensemble, il va se passer des expériences. Marions-nous.
oui, oh, le 13 août. Le 13 août. Oui, le 13 août. Oh, je t'aime. Nous serons près du soleil, nous nous serons réchauffés un peu, et déjà un peu excité. Hein. Ah oui. Je croyais que tu étais encore un peu froid, mais je vois que... Non, je suis fait de glace, mais de glace blanche, pas de glace noire. Oh, tu n'es pas comme un lait. Non. Oh, Philae. Oh, c'est tout. Oui. Ah. Valérie Moreau et Pierre Denis de la Ligue d'impro, donc ce sont vraiment des professionnels de l'improvisation et bravo, vraiment, vous avez vraiment donc on aura encore l'occasion pendant cette matinée, une ou deux fois, de vous voir, de nous faire rigoler. Quoi. Voilà, dès que ça sonne, on y va. D'accord, très bien. Pierre Binetruy. Alors, donc, vous êtes physicien théoricien, les mathématiques ont beaucoup d'importance, évidemment, pour bâtir vos théories. Alors, quelle mathématiques pour quelle théorie? Je ne sais pas comment vous poser la question, parce que on ne sait pas, nous, comment vous travaillez. Et puis, tu me racontes ce qui te fait plaisir de nous. Emporte-nous. On est passé du vouvoiement au tutoiement. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Voilà. Oui, vaste question. Donc, effectivement, moi, je suis physicien théoricien, donc voilà, peut-être ce que je vais vous dire, c'est que parfois, je fais un certain nombre de conférences grand public et je reçois aussi beaucoup de théories de gens qui ont des théories de l'univers, etc. Et parfois, je me pose la question, quelle est la différence entre eux et moi? Parce que je parle de choses extrêmement bizarres, de ce qui se passe près des trous noirs, de ce qui se passe près du Big Bang, etc. Et quelle est la différence entre leur théorie et la mienne? Je crois que c'est les mathématiques qui sont derrière, en fait, qui forment l'ossature et qui donnent la cohérence à cette théorie-là. Alors, les mathématiques d'un côté, évidemment l'observation et l'expérimentation aussi qui vérifient, comme il a été dit, c'est le test ultime, c'est la prédiction qui est vérifiée et après on continue à construire. Tu peux nous donner un exemple de théorie sur laquelle tu as travaillé et qui nous fascine comme elle t'a fasciné? Qui nous fascinerait éventuellement? Non, mais ne serait-ce que pour parler de la théorie d'Einstein, par exemple, où il y a eu toute une modélisation mathématique. Quand j'étais petit, je me rappelle qu'on disait il n'y a que 3 personnes dans le monde qui comprennent la relativité générale. C'est faux d'abord. Et puis... il y a plein de gens qui comprennent la relativité générale et en fait ça vient du fait qu'effectivement tout au début ça utilisait une théorie mathématique, la géométrie différentielle, que les physiciens connaissaient peu, donc, ou certains physiciens connaissaient peu. Donc il a fallu que les physiciens apprennent, et maintenant on apprend ça à l'école primaire et sans problème, et voilà, et donc tout le monde comprend la relativité générale. Je ne sais pas si le cerveau évolue, à mon avis c'est une question de langage, c'est-à-dire que je crois que c'est toi qui parlais de langage, moi je crois beaucoup à ça. En tout cas pour nous, physiciens théoriciens, c'est un langage. C'est pas le seul, mais c'est un langage important. Et quelquefois... Qu'est-ce que tu appelles le langage? C'est trouver les mots justes pour décrire? Par exemple, parfois on est surpris par notre propre langage, c'est-à-dire qu'il a une logique qui a l'air de nous dépasser. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à parfois les mathématiques ont une logique qui semble nous dépasser, qui semble être allée au-devant de ce qu'on souhaitait faire ou voir. Et puis après on se dit mince quand même, est-ce que je me laisse dépasser par les mathématiques? Est-ce qu'il y a une réalité au-delà de... Et je trouve que c'est assez semblable au langage où de temps en temps on se met à dire une phrase et puis elle nous dit plus que ce qu'on a voulu dire. Donc je trouve que les mathématiques, en tout cas pour nous physiciens théoriciens, c'est assez voisin en fait. Alors les mathématiques, ça nous sert aussi beaucoup, comme je disais, c'est quand même la structure, nos théories sont structurées par les mathématiques, en tout cas la théorie de l'univers,
etc. Et moi, je vois ça, les mathématiques, comme un... donc, vous êtes sur un échafaudage et vous allez tendre des perches. L'échafaudage derrière vous est suffisamment solide pour vous lancer sur la perche. Puis vous faites quelques petits numéros d'équilibristes et puis après, vous allez reconstruire votre monde autour de cette perche. Donc, c'est ça souvent c'est-à-dire que elles nous sont utiles, en particulier dans des théories où frontières la connaissance, comme les théories sur lesquelles moi je travaille, théorie de l'univers, etc. Elles nous sont utiles pour aller un petit peu au-delà. Je crois personnellement qu'elles ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire que, comme je disais, à la fin, donc, vous êtes là sur votre perche, vous avez tous les échafaudages derrière qui tient le coup, vous avancez, et à ce moment-là, il va falloir reconstruire un échafaudage autour de vous, et puis reconstruire votre univers autour de vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on va faire des calculs, on va trouver des choses, donc ça c'est des mathématiques, et après on va essayer de se reconstruire son univers. Et je trouve qu'elles ne sont pas suffisantes. J'ai fait une expérience récemment, j'ai fait un cours sur la gravité sur Internet, donc on n'utilisait pas les mathématiques. Mais tu peux le dire, hein. De toute façon c'est trop tard pour s'inscrire. C'est trop tard pour s'inscrire, il y en aura d'autres, c'est ce qu'on appelle des MOOC, Massive Open Online Course. C'était suivi par plus de 5000 personnes, et on avait dit dès le départ, on n'utilisera pas de formule mathématique puisque c'était grand public. Et c'était intéressant de voir, alors il a fallu lutter parce qu'il y en avait un certain nombre qui connaissaient un certain nombre de choses et qui voulaient tout de suite nous engager dans des formules, dans des mathématiques. On a résisté. C'était beaucoup plus intéressant d'une certaine façon quand même, c'est-à-dire que ça obligeait tout le monde à se poser les vraies questions, parce que parfois les mathématiques nous cachent les vraies questions aussi. Et je vais vous donner les questions essentielles. Voilà, les questions essentielles, parfois. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que ces questions-là nous ont souvent interpellés. Les questions les plus simples sont les plus difficiles à répondre. Et moi, je me suis aperçu que, même moi, je crois relativement bien connaître le sujet, c'est pour ça que je m'étais lancé là-dedans. Mais certaines questions naïves me remettaient en question et je me disais, mince, je n'ai pas les idées aussi claires que ça. Et à ce moment-là, et c'est pas que moi, mais d'autres membres de l'équipe pédagogique, on avait envie de répondre avec des formules. Voilà. Donc, et il fallait bien se clarifier les idées pour arriver à l'expliquer sans avoir besoin de la formule qui. Donc c'est là où je dis, les mathématiques vous aident à aller plus loin, souvent en tout cas pour nous, physiciens théoriciens, mais d'un autre côté, à la fin des fins. D'abord, ce n'est pas les mathématiques qui vont nous dire si c'est la bonne théorie ou pas, c'est la correspondance mathématique est importante, mais ça va être l'observation, l'expérimentation qui va nous le dire. Et puis après, il faut qu'on se reconstruise notre petit monde de physiciens pour arriver, entre autres, à l'expliquer simplement. Et le jour où on l'explique simplement, même avec toutes les mathématiques qui sont derrière, je crois que c'est là où on a vraiment compris la théorie et qu'on peut après continuer à avancer. Alors, tu vas donner le micro à ton voisin. Comment Anatole, comment ça te fait réagir, là, tout ce que vient de dire Jean-Pierre, tout ce que vient de dire Pierre? Toi, est-ce qu'ils sont venus te voir, l'un des deux? Non, pas encore. Pas encore. Résoudre une équation qui non. Non. Marc est venu me voir. Alors Marc, attends, parle bien dans ton micro. Marc est venu me voir. Marc, personne ne sait qui c'est Marc Lachaiseray. Mais mets bien ton micro. Marc Lachaiseray, oui. Voilà, c'est ça. Alors, justement, parlons, puisque tu cites Marc Lachaiseray, qui effectivement travaille beaucoup avec toi. Sur quoi vous travaillez ensemble? Quelles sont les questions qu'il te pose pour lui, qui est un cosmologiste théoricien, pour que lui puisse avancer dans sa propre théorie? Bon, alors en fait, on a deux théories qui semblent... Parle bien dans le micro. Alors, on a deux théories qui semblent un peu contradictoires. On a d'un côté la relativité générale et de l'autre côté la mécanique quantique. Donc quand on essaye de les mettre ensemble, les calculs commencent à diverger, ça commence à ne pas marcher. D'où l'idée, c'est d'essayer de créer des nouvelles géométries dans lesquelles, entre guillemets, le puzzle puisse réussir à s'emboîter. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la physique de l'infiniment petit, c'est la physique quantique. Exactement. Où les lois ne correspondent pas du tout aux lois qui régissent l'infiniment grand,
où là, il y a un problème qui est la gravité, et on ne sait pas réunir, on ne sait pas comment l'univers, à un moment donné, a pu fonctionner pour devenir ce qu'il est, parce que ces deux théories ne correspondent pas. Oui, et même le mot « à un moment donné », on ne sait pas si ça a un sens à cette échelle-là. Comment ça? C'est-à-dire que lorsqu'on cherche à mélanger la gravité, lorsqu'on met ensemble la gravité et la mécanique, lorsqu'on met ensemble... Je vais te le porter, voilà. Donc quand on met ensemble la gravité et la mécanique quantique, si on s'approche de l'origine de l'univers, déjà la notion de temps n'est plus tout à fait la même. Donc déjà le mot « à un moment donné », ça n'a plus tout à fait le sens dans lequel on l'entend habituellement. Ah oui, c'est ça. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Mais bien, moi je veux bien te donner le micro, mais mets-le bien devant la bouche. Alors par exemple, dans certains modèles, on essaye de faire des modèles de l'espace-temps dans lequel l'impression qu'on a du temps arrive comme une propriété émergente. Ah, ah oui, c'est ça. Donc il y a le temps à un moment donné, c'est tout au début du Big Bang, en fait, c'est très vite que le temps arrive. L'espace et le temps, c'est lié. Absolument, c'est absolument lié. Ouais. Mais justement, le problème est déjà qu'est-ce qui les a créés. Ouais. Et quand on dit créer, c'est pas au sens temps, c'est au sens causal. Déjà, on est obligé de séparer le causal du temps tel qu'on le conçoit actuellement. Donc c'est ça qui va compliquer les choses. Ouais, c'est ça. Et alors toi, t'es dans tes équations, là, t'essayes de... Alors, plus exactement, déjà, de mettre en place des géométries qui puissent permettre de rendre ça. Après, dès qu'on monte une théorie, alors il y a déjà, la théorie doit être cohérente mathématiquement. 2, la théorie dans les cas limites, c'est-à-dire que quand on fait les bonnes approximations, on doit retrouver les anciennes théories. Et ce n'est qu'après qu'on peut ultimement envisager une expérimentation. Pour l'instant, on n'en est même pas au stade préliminaire. On n'a pas encore la théorie. Ben non. C'est une théorie que les physiciens recherchent depuis des décennies. Voilà, on essaye simplement de mettre en place les premières pierres. C'est ça. Et tu penses que tu vas y arriver? J'espère, mais bon, dans la recherche, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu vas quand même, hein? Voilà. Ouais. Je vais à la chasse à l'ours. J'ai entendu dire d'ailleurs que tu vas publier un papier vers le mois d'octobre, hein, c'est ça, mais qui n'a peut-être pas du tout très... Plus exactement, je vais faire une conférence sur un papier que j'ai déjà mis sur Archive. Ouais. Alors tu viendras nous en parler dans un labo d'origine, ça, tu nous diras de quoi il s'agit et tout, c'est passionnant. Alors, maintenant je voudrais donner le micro à Pierre-Louis. Pierre-Louis Després, vous êtes philosophe. Alors, moi je vais vous poser la question, je suppose que tout ça vous fait réagir en tant que philosophe. Bah oui, parce qu'en fait, je trouve que ce sont vraiment des frères, ils passent leur temps à poser des questions plutôt qu'à nous parler de calcul et de nombres. Donc ça, c'est pas une surprise pour moi, néanmoins, on a trop l'idée que les maths, c'est que des chiffres, du nombre, c'est sûr, sans le calcul, en 25 ans, on n'arrive pas là où tu as envoyé la sonde, néanmoins, si on écoute bien, et je pense que c'est pas juste de la métaphore, c'est-à-dire une façon de parler sur une scène un dimanche matin pour pas raser les gens, c'est quand tu parles de, il faut imaginer, tu as parlé de rêve, sur le MOOC on dit faire des maths, enfin expliquer une approche de la physique sans aucune équation. Ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire qu'on cherche à dire autrement les choses, ou plutôt peut-être à le dire de manière pertinente. Et j'entends que finalement, s'il n'y a pas cette espèce d'imagination au départ, cette espèce de ce qu'on appelle une hypothèse, parfois aussi dans d'autres domaines, eh bien, on n'arrive pas à lancer le calcul. C'est comme si finalement les maths suivaient la question et non pas l'inverse. Et deuxièmement, finalement, leur découverte, ou là où vous en êtes, ça ne fait que soulever encore plus de questions à la fin qu'au début. Et alors là, je me retrouve, j'allais dire, sur les bancs d'école, où la première chose qu'on m'est apprise, c'est de dire, c'est quoi la philosophie? C'est pas de chercher la réponse, c'est de poser la question, de formuler des réponses, mais surtout de régénérer d'autres questions. Ce qui a le don d'énerver les scientifiques. Mes copains scientifiques étaient énervés parce qu'ils disaient, oui, enfin, tout ça, moi j'ai trouvé en un quart d'heure, c'est bon, quoi. Je vois les maths, toi, un philo, c'est des heures et des heures et des heures. Et en réalité, quand on prend un peu de recul, c'est pas ce qui se passe.
c'est que le fourmillement des questions qui change les modèles. Ça, c'est une troisième chose que j'ai entendue. Ça change les modèles d'interprétation. Mais Jean-Pierre t'a dit un truc, il dit, il y a 15 ans, on ne pensait pas comme ça. 15 ans, mais c'est rien à l'échelle de l'humanité. Quand on fait l'histoire des sciences, en général, c'est pas sur 15 ans qu'on mesure, c'est plutôt sur 150 ans, voire sur 1000 ans, ou des modèles qui ont tenu 2500 ans. Là. En 15 ans, on change l'interprétation. C'est comme si ça s'accélérait. Il y avait une course au modèle d'interprétation. Et peut-être qu'à travers les MOOC, c'est-à-dire l'accès au grand public, où il y a certainement du tri à faire entre les maths et les non-maths, ça sans aucun doute, peut-être qu'on va voir surgir d'autres modèles d'interprétation. Et donc la question dite naïve, ce que tu disais, qui m'interpelle tellement, mais c'est la question qui vaut la plus chère. C'est pas une question de prix, mais c'est celle qui fait pousser le plus la connaissance, la recherche de la connaissance. Mais quand tu dis du MOOC, le MOOC, c'est sur la gravité, comme l'a préparé Pierre, s'adresse vraiment à tout le monde, c'est sur la gravité, donc on parle de choses qui font rêver, comme les trous noirs, etc. Mais tu dis, il y a peut-être surgir d'autres interprétations de toutes ces théories. Ça veut dire que tu penses que nous tous, là, qui n'y connaissons rien, on peut insuffler de l'interprétation et peut-être orienter la recherche? On peut faire surgir l'idée dans laquelle il faudra faire du calcul, sans aucun doute. Sinon, on est dans le dogme, dans l'idéologie, ce qui n'est évidemment pas notre sujet. On n'est pas dans l'imposition. Mais faire surgir l'interrogation, finalement, pourquoi on se dit est-ce que la Terre est plate ou pas? À un moment donné, le simple fait de se dire la Terre n'est-elle pas plate, cette question-là, elle vaut de l'or. C'est Popper qui explique ça avant-guerre, dans les années 30. Il dit tous les signes, CYGNES, les animaux, ne sont pas blancs. Or, comme nous n'avons vu que des signes blancs dans notre expérience, dans notre observation tous les jours, le simple fait de poser la question, il y a peut-être un signe qui n'est pas blanc sur Terre, cette question est d'une puissance absolue, puisqu'elle remet en cause notre expérience, notre observation, bien sûr, et surtout, elle nous pousse à chercher et à trouver ce fameux signe-là. Et de ce point de vue-là, tout le monde, finalement, peut poser la question. Alors, l'art de poser la question est sans aucun doute très difficile, il en faut beaucoup, centaines, des millions peut-être, ou des centaines de milliers, pour arriver à en trouver quelques-unes qui sont pertinentes, c'est-à-dire qui vont ouvrir des portes vers des nouvelles connaissances. Et c'est sans doute là où il y a le plus de liens entre scientifiques, non scientifiques, au sens strict du terme, mais surtout, je dirais, au-delà de l'opposition, des personnes, et là, c'est pas que la scène, c'est tout le monde, des personnes qui, à un moment donné, vont chercher à faire avancer ce qu'on appelle la connaissance, qui sera dépassée par d'autres. Très lié à l'imaginaire. Très lié à l'imaginaire. Oui. Suis-moi. Ah, bien cet échafaudage. Ben, il est bien, mais il tient pas très bien. Attends, toi tu vas sur ta perche et moi je vais sur ma perche. Ben, chacun sa perche. Hein. Voilà, chacun sa perche et chacun son monde, d'accord? C'est bien petite. Oui, je suis l'infiniment petit. Ouais, et puis l'infiniment grand, ouais, évidemment. J'ai des problèmes un petit peu. Tu veux pas parler plus fort? Je ne t'entends pas. J'ai des problèmes. Ah d'accord. C'est quoi? De gravité. Pas toi? Alors tu sais quoi? Oui. Je voudrais te poser des questions. Oh. Ah, j'ai plein de questions. Je préférerais que tu me donnes des réponses. Ce qui est intéressant, c'est pas de trouver les réponses, c'est de poser la question, c'est ça? Oui. Alors, parce que, tu vois? Ouais. Tu comprends pas? Parce que tu vois, c'était déjà la question, parce que tu vois? Oui. Et dis donc, j'essaie de monter les édifices une pierre par une pierre. Il faudrait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. C'était aussi une question? Bien sûr. Ah. Je pose que des questions. Moi, je réponds que des réponses. Regarde, tu vois là, de là où je suis, oui. On voit un étang. Oui. Et sur l'étang, il n'y a pas un signe blanc? Si, je le reconnais, c'est Euclide. C'est le signe blanc. Ouais. Et regarde, il est suivi par un autre. Oh. C'est un signe indien. Je le reconnais, c'est Thalès. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Thalès. Ah ouais, d'accord. Alors, hey. Ouais. Toi, t'es cosmologiste, capilliculteur, visagiste. Non. Non. Je ne voudrais parler que par formule, si c'est possible. Vas-y. Je voudrais bien mettre des nombres, mais je ne sais pas dans quel ordre les mettre. Oui. Mais toi, ouais.
Tu es mathématicien? Non! C'est normal? Pourquoi? Tu n'es pas chauve. Non, ils sont incroyables, hein, bravo les comédiens, là, bravo la provocation. Ah, et il y a Philippe qui nous montre une... mais il en fait aussi vite que la vitesse de la lumière. Attends, si tu veux nous répondre, il vaut mieux que tu sortes de ton placard. Où sont les chauves? Là, ouais, là, ils sont là aussi. Mais il y a le signe blanc. Et le signe blanc. On le voit, le signe blanc qui est... Ouais. Moi je l'avais vu ailleurs, mais enfin bon. Il est noir. Oui. Derrière le blanc, on ne le voit pas. La lettre noire, c'est tout blanc. Bon, alors tu continues? Je continue. Bravo Philippe. On l'applaudit aussi. Alors Alain, c'est pas par hasard que je vous ai fait demander de venir en... Pas? Oui, non, c'est parce que quand j'étais à la radio, il fallait vous voyer. Maintenant que je suis plus à la radio, je m'habitue à tutoyer, mais de temps en temps, j'ai des petites... Donc enfin, comme tu veux. Alors, Alain, c'est pas par hasard si je t'ai demandé de venir après nos 4 amis, parce que on va demander à un musicien de venir nous rejoindre. Et comme je sais que toi, physique, mathématiques et musique ne font qu'un, eh ben, fais-nous partager ton univers. Alors, je vais essayer d'improviser un petit peu une explication, une tentative d'explication du genre. Premièrement, la musique et les maths, c'est très très proche, très consanguin presque. Puis deuxièmement, c'est pas la même chose quand même. On va essayer de faire ça comme ça. On a le droit de se lever là parce qu'on est assis sur notre chaise. Tu peux faire ce que tu veux. Okay. Alors, je vais partir d'un seul son. Imaginez que vous ayez un seul son. Ça, c'est un son. Je peux toucher à ton instrument Vous voyez pas branché. Bon, bref. Voilà, ça, c'est un ré. Tu veux pas venir faire le son de mon do? Quoi? Non, on fait un beau son. Oui, fais-nous un beau son. Voilà, ça fait une note. Et ben, déjà, ça, c'est un objet mathématique quasiment. Parce que ça a l'air de rien, mais on entend un son, mais dedans, il y a plusieurs vibrations. Il y a une fréquence fondamentale, donc ça, c'est à jouer un ré, peu importe, il y a une fréquence, un certain nombre de vibrations par seconde. Okay. En fait, si on joue ça sur l'ordinateur, c'est extrêmement pauvre, on s'ennuie tout de suite. Dans un son musical, il y a ce son fondamental, plus des sons qu'on appelle des harmoniques, donc des vibrations qui sont cette vibration, puis 2 fois plus rapide, 3 fois plus rapide, 4 fois plus rapide. Il y a d'autres vibrations qui sont pas ça, qui sont des vibrations qu'on appelle inharmoniques. Il y a du bruit, il y a le fait qu'au début du son, c'est pas la même composition de son qu'à la fin. Il y a des gens qui vont rajouter du vibrato. Donc un son musical tout seul déjà, c'est un monde mathématique en tant que tel. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui font de la musique électroacoustique travaillent là-dessus. Ils fabriquent du son à partir de zéro, à partir de nombre. Ça, c'est un simple son. Vous en mettez 2. Il n'y a pas besoin de la bouteille. Voilà. Vous en mettez un après l'autre. Il fait quelque chose, je sais pas, do. Voilà. Il a fait do mi. Il y a une infinité de possibilités déjà pour faire 2 sons qui vont se succéder. Ce qu'on appelle la construction mélodique. Et puis vous pouvez imaginer des mélodies avec 200, 300, 10 sons, 15 sons, 20 sons. Tu vas nous faire une petite démonstration, voilà, une petite improvisation. Voilà, do mi sol. Do mi sol si, c'est pas fatigué, mais voilà. Donc déjà, pour bâtir une petite mélodie, il y a une infinité de possibilités qu'on peut décrire par des mathématiques. Vous pouvez faire aussi 2 sons en même temps. Voilà, donc ça c'est l'écriture qu'on appelle verticale dans le jargon des musiciens, c'est ce qu'on appelle l'harmonie, l'autre c'était le contrepoint. Voilà, donc vous avez le nombre de structures qu'on peut créer, le jeu qu'il y a à bâtir tout ça.
jusqu'à bâtir une pièce de musique complète, jusqu'à Rosetta qui est là-bas, là, qui est une sorte de symphonie, elle ne regarde pas, mais quand vous mettez une musique qui dure 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ça fait un monde complet. Voilà. Et donc il y a des structures qui vont organiser tout ça, juste des toutes petites échelles, des échelles intermédiaires jusqu'à l'échelle de la pièce. Donc construire de la musique, c'est ça, c'est jouer avec les formes et les structures. Je ne sais pas si vous êtes allé à l'exposition sur Le Corbusier qui est à Beaubourg en ce moment. Il y a une phrase de Le Corbusier qui dit que l'architecture, c'est le jeu savant, précis, je crois, précis et magnifique des formes avec la lumière. Voilà, c'est l'architecture. Ben, la musique, c'est ça. La musique, c'est le jeu savant, précis et magnifique des formes avec le son. Donc les musiciens qui écrivent de la musique, ils jouent avec les formes. Ils jouent constamment avec les formes. C'est pas évident pour les gens qui écoutent de la musique derrière, parce que pour eux, c'est complètement intégré, mais les gens qui la bâtissent et qui la travaillent, c'est comme ça qu'on la conçoit. Moi, je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Les formes, c'est quoi pour Les toi? formes, c'est par le fait qu'une note succède à une autre. Il y a plein de façons de le faire. On appelle ça un intervalle dans le jargon. On va décrire, par exemple, là c'est une seconde ou une tiers, il y a tout un vocabulaire derrière. Les accords qu'on va fabriquer, il y a toute une terminologie, des accords parfaits. C'est comme en maths, il y a vraiment une nomenclature, une référence, et puis on apprend ça pendant des années. Et c'est vraiment comme un Lego, comme un mécano. On assemble des petits composants, des notes pour faire des mélodies, pour faire des harmonies, pour faire des orchestres. C'est vraiment le quotidien du compositeur, ça. Jouer avec les formes pour bâtir de la musique. Il y a un côté ludique et constructif. Et en ce sens, c'est très proche des maths, parce que voilà, on joue avec les formes et on bâtit des concepts. Pourquoi c'est très différent? Eh bien, parce qu'en mathématiques, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un langage. Ça a une puissance de prédiction dans d'autres domaines. On peut calculer les trajectoires de la sonde qui atterrit. On peut calculer un pont qui sera sur un ouvrage d'art. On peut faire des maths financières. C'est très puissant, c'est très général. En musique, il n'y a pas ça. On ne va pas calculer la mécanique quantique de la musique. Il n'y a pas ce pouvoir de prédiction. Il y a des gens qui disent que la musique est un langage qui se signifie lui-même. Quand vous parlez français, quand vous dites le ciel est bleu, il y a un sens derrière, ça signifie quelque chose. La preuve, c'est que vous pouvez le traduire en allemand ou en anglais. En musique, si la musique a un sens, vous ne pouvez pas le traduire en une autre langue. Ça n'a un sens que le sens précis de la musique. C'est un langage qui se signifie. Donc c'est très limité vis-à-vis de ça par rapport au maths, qui est très universel et puissant. La musique, c'est très finalement concentré sur nous. Mais il y a une grosse différence, c'est que la musique, c'est lié à l'émotion, c'est lié au corps humain. Il n'y a pas de musique sans vraiment une grosse dose d'humain. Quand vous regardez un musicien qui joue, c'est magnifique à voir. Il y a un engagement du corps, comme les comédiens sur une scène, il y a le corps qui est il y a le rythme cardiaque qui va rentrer là-dedans, il y a l'émotion. Et là, nous avons un peintre qui peint avec son corps. Par exemple, il en parlera là dans quelques instants. Et donc la musique, c'est magique parce qu'il y a une beauté à la fois esthétique, la beauté des formes, comme celle des maths, et la beauté de l'émotion qui vient de l'humain. Et c'est ça qui est absolument merveilleux en musique, c'est que vous avez les deux à la fois pour le prix. Et donc je vais conclure là-dessus. Et peut-être pour raccrocher aux origines que Marie-Odile décrivait tout à l'heure, le but central de ces ateliers, c'est de travailler sur c'est quoi les origines, donc les grandes origines donc, de l'univers, comment c'est parti de rien ou de quasi rien, pour faire le Big Bang. Là, on va discuter pendant des heures et des heures. Ouais, on en parlera dans d'autres labos. C'est quoi l'origine de la vie? Qu'est-ce qui fait que la soupe biotique s'est mise à faire de l'ADN, de l'ARN, des cellules, des bactéries? Ça, c'est pas comme très très clair. Qu'est-ce qui fait qu'un paquet de neurones a fait de la pensée? Ça, c'est la troisième grande transition, même si ce n'est pas vraiment une transition brutale. Il s'est passé quelque chose. Moi, j'en vois une quatrième derrière. J'essaie de vendre à Marie-Odile. Qu'est-ce qui fait qu'un cerveau qui pense commence à faire du beau et à considérer qu'il y a quelque chose qui est différent, qui est le beau? Et tout à l'heure, c'était un petit peu évoqué le pouvoir assez magique des mathématiques, ce qu'il a dit, qui dit, voilà, les maths nous disent quelque chose qui nous dépasse, et il y a quelque chose d'étrange, là. Le cerveau arrive à bâtir des concepts, à la fois scientifiques et artistiques, qui nous dépassent, qui semblent expliquer le monde, et qui semblent nous émouvoir. Donc c'est ça qui est assez fantastique dans la musique, c'est que vous avez tout ça à la fois. En tout cas, c'est vendu hein, pour le rôle. Ah oui, il marche là? Pourquoi? Juste appuyer dessus. Comment tu fais? Je sais pas faire ça, appuie dessus. Voilà. Essaye, ouais. Non, ça marche pas. Les micros. Voilà. Merci. Eh ben, alors, en tout cas, merci d'avoir introduit Florent.
Donc Florent Lagalis est bassiste-guitariste, et c'est pareil que nos amis comédiens et que notre ami peintre. Il a bien voulu aussi se joindre à cette expérience, et vraiment un grand, grand merci. Alors, comment ça te fait jouer sur tout ça? Parce que c'est pareil, tu vas improviser là. Voilà, alors je peux improviser avec, d'abord, effectivement, une superbe démonstration, mais d'abord le son, c'est aussi une fréquence. Et donc, cette fréquence-là, où les instruments sont accordés généralement, c'est une fréquence dite 440. Je ne connais pas le CAC 40. Non, ça n'a rien à voir avec le boursicotage, mais c'est le 440, c'est une fréquence vraiment hertzienne. Et donc, avec ça, on va pouvoir mélanger aussi ces fréquences et donc charmer l'oreille ou pas, évidemment. Alors, évidemment, je vais vous présenter cet instrument. Il y a donc là le La que je vous ai donné, qui peut marcher comme ça. Voilà, comme ça. Alors, je mets un petit rythme. Je vous parlerai du rythme, évidemment. Non, ça va, tout va bien. Et donc, la première note, en fait, c'est le Mi. Dans l'instrument qui nous concerne ici, c'est la basse. Donc, j'ai un Mi. Voilà. Après, je vais avoir le La évidemment 440, dont je viens de vous parler. Et puis il y a le Ré ici, qui est une autre fréquence. Et finalement le Sol. Voilà. Là, je vais prendre le choix, en fait, de prendre trois notes et les mélanger ensemble, ce qui va faire une harmonie. Donc du coup, je vais mettre un accord qui s'appelle tout simplement Mi mineur. Et je vais prendre la première corde, la troisième et la quatrième. Et là, j'ai vraiment une harmonie entre les notes. Donc là, on mélange. J'ai tendance plutôt à mélanger l'émotion aussi, parce que là, les notes ensemble dégagent aussi l'émotion, même si ça reste effectivement des mathématiques, parce qu'on parle aussi de fondamentale, la première note. Ici, on parle d'une septième, la septième note de la gamme, et la tierce, c'est la troisième note de la gamme. Donc on est toujours dans les chiffres, vraiment. Et après, je vous dirais, dans l'harmonie, cet accord, ça peut être situé sur le 6e degré. Et là, on est carrément dans les chiffres romains. C'est toujours utile, les chiffres romains. Voilà. Donc, évidemment, ici, on a un rythme. Donc, le rythme, on va pouvoir, c'est pareil, c'est très très codé. On mélange l'harmonie qui fait le mélange des fréquences et le rythme qui est très très important. Donc on mélange aussi deux choses qui sont hyper codées. Donc le rythme, ça peut être une noire par exemple. Une ronde c'est 4 temps. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4. Et tous les 4 temps, voilà, tout simplement, c'est codé. Après je peux passer aux blanches. Je vais faire deux temps. Une blanche, c'est 2 temps. On fait les blanches. Et après, on peut rajouter des noirs. Les noirs, c'est un temps d'harmonie. 1, 2, 3, 4. Alors, je ne vais pas vous faire applaudir dans les mains sur les temps, évidemment. C'est pas le but. Voilà. Et là, je vais passer sur des croches. Et les croches, c'est un demi-temps. 1 et 2 et 3 et 4. Donc, vraiment, les chiffres, on les utilise vraiment. Mais après, ce qui rentre effectivement en jeu, c'est les émotions. Et ce qu'on veut aussi envoyer. Alors là, j'ai des croches, tranquille. Hein. Je peux rajouter aussi des notes d'un seul coup. Donc des fréquences. Tranquille. Voilà. Je n'ai pas envie de danser là pour l'instant. Ça va venir, ça va venir. Ok, évidemment, là par contre, on peut mettre aussi 3 notes dans un temps, ce qu'on appelle des triolets. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, ça commence à changer déjà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, triolet, 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 triolet. D'accord. Et je reviens en croche. Et 3, et 4, et 1, et 2. Et je repars en ternaire, triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc déjà, ça change vraiment la perception et le ressenti aussi. Donc on peut aussi véhiculer des émotions, et on verra par l'harmonie qu'on peut aussi véhiculer des couleurs aussi. Voilà, on en reparlera, véhiculer des couleurs. Et là, alors je vais finir par, évidemment, sur le rythme, avec les doubles croches. Je vais mettre 4 notes dans un temps. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors je vais ralentir un petit peu le tempo, évidemment. Bon, c'est bien. On va le laisser comme ça. Et puis là, je vais rajouter des notes, en fait. Donc on va...
voilà, là j'ai mélangé les notes, je commence à envoyer. Et puis là j'ai des musiciens extraordinaires, jamais fatigués, pas de revendication au niveau de l'intermittence du spectacle, rien, super. Donc du coup, je vais essayer de jouer avec eux, évidemment. Et alors, ils m'envoient un message rythmique et aussi un message harmonique, puisque là je tombe sur un accord de mi mineur 7. Là j'ai fait la fondamentale tout à l'heure, je vous ai montré, fondamentale, 7e, tierce. Et là je vais les accompagner. Et là, normalement dans 5 minutes vous avez fourmi dans les jambes. Et là je mélange les notes. Ça c'est ce qui vraiment, dans le rythme, on peut vraiment se servir de toutes les notes. Mais à la base, il y a vraiment un truc très très important, c'est pour moi le rythme. Vraiment. Et après, évidemment, je vais vous parler de l'harmonie. Alors l'harmonie, on peut évidemment choisir des notes qui correspondent à ce qu'on envoie. Évidemment, ici c'est un mi mineur 7. Donc le mi mineur, il y a des notes qui correspondent. Là, je suis dans l'harmonie. Si je fais l'accord, je parlais d'harmonie et d'énharmonie. Si je rajoute une autre note ici, si je rajoute celle-là, c'est déjà moins charmant, on va dire. Là, je suis vraiment dans des fausses notes. Et ce que j'aurais des questions à vous poser après, en tout cas. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment on peut faire pour utiliser des notes, finalement, qui ne sont pas dans l'harmonie, mais qui d'un seul coup vont avoir un intérêt, faire des notes qui ne sont pas connues de l'harmonie. Par exemple, si je m'arrête sur celle-ci, vous voyez que si je m'arrête dessus, c'est vraiment un enfer, hein. C'est l'horreur. Hein. J'en ai d'autres. Celle-là, pas terrible. Celle-là un peu dure. Hein, celle-là. J'en ai une autre. Voilà. Alors si je fais que les fausses notes, là il y a de quoi vider une salle. Restez, restez. Mais je vais revenir dans la justesse un peu. Et là je suis sur un accord mineur. Et du coup je vous ai fait une gamme majeure avec les fausses notes. D'accord ? Mais je peux aussi jouer majeur sur mineur. Alors que ce sont exactement les mêmes notes. Mais là, je rejoins le fait des couleurs. C'est-à-dire que là, j'ai une couleur mineure, et là, j'ai une couleur majeure. Avec, évidemment, ces gammes sont composées par les intervalles, les tons et les demi-tons. Alors évidemment, c'est le système occidental. Le système oriental travaille avec des quarts de ton, ça va encore beaucoup plus loin. Donc là-dessus, je vais pouvoir faire une petite mélodie, une petite improvisation, et la fin, une petite chanson. Donc je vais vous faire une petite mélodie. Non, je ne vais pas chanter, c'est une mélodie, quoi. Donc c'est parti, je vais faire la mélodie en majeur, et après je vais improviser. Alors essayez de détecter un petit peu les fausses notes que je vais mettre, sinon je le referai. C'est vrai? On y va. Là, je m'arrête exprès, évidemment, sur les fausses notes. Hein. Et quand je les passe, bizarrement, il y a une couleur. Voilà. Et on peut, évidemment, jouer comme ça pendant des heures.
Donc je vous refais la mélodie, une petite improvisation et la fin. Alors évidemment, là, moi je les vois tous, ils ont tous envie de réagir. Vas-y Alain, vas-y, puisque tu as le micro. Ça me fait penser à deux choses. Il y a un philosophe à côté, il va me corriger si je dis des bêtises. Il y a, donc Pas de bêtises. à la fin du XVIIe, donc Leibniz, c'est à la fois philosophe et mathématicien, qui a écrit, alors je ne me rappelle pas la citation exacte, hein, qui a dit que quand l'homme fait de la musique, en fait, il fait des maths sans s'en rendre compte. Et c'est vrai, hein, c'est comme il n'y a qu'à l'écouter, hein, c'est truffé de maths, la musique, jusqu'au trognon. Hein. Mais on ne s'en rend pas compte, c'est complètement automatisé. Et le cerveau décode ça en temps réel, hein, c'est absolument extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu une série d'émissions de rencontres comme ça, Radio France, qui a été faite très récemment sur cerveau et musique. Oui, oui. Je ne sais pas si vous y avez été. Et notamment, j'ai été écouter ça ouais, comme auditeur. Quoi. Et il y avait des gens qui font de l'imagerie cérébrale du cerveau. Ils regardent comment le cerveau fonctionne en temps réel. Et ils présentaient ça, on va en parler dans les labos. Ah, c'est fantastique, ouais, c'est fantastique. Et notamment, ils ont fait des études de comparaison entre deux groupes, des gens qui, chez des jeunes et chez des seniors, donc des jeunes enfants et puis de 50 ans. Un groupe qui pratique la musique de façon un peu intense et l'autre pas. Et ils mesurent les performances intellectuelles au bout de 2 ans. La différence est très nette. Enfin, en termes de performance générale pour les gens qui pratiquent la musique, QI, petit tour maths, dans le langage, il y a une différence sensible. Et il y a même des différences physiologiques. Ouais. On sent que ça se densifie dans certaines zones du cerveau, le maillage de neurones se densifie. Oui, c'est quand même extraordinaire. Exactement, c'est extraordinaire. Il y a une relation très profonde entre la pratique musicale et le fonctionnement du cerveau dans le fait de la musique. Oui, c'est ça. Alors, vous pouviez réagir. Oui, moi aussi, Jean-Pierre, après aussi, tu es un musicien. Ils sont tous musiciens, en fait. Hein. Moi, ça me fait penser à une histoire, parce que je crois que c'est une histoire qui nous réunit tous, en fait. C'est l'histoire du 5e marteau de Pythagore. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Alors, je parle sous le contrôle du philosophe, parce que je n'ai pas révisé, ça m'est venu comme ça, et je ne suis pas sûr d'avoir... Pourquoi la philosophie est toujours le contrôle? Non, mais c'est très intéressant. Oui, non, c'est parce que je ne suis pas sûr de me rappeler complètement, mais je crois que ça nous réunit tous. Alors, je reviens à la cosmologie, et les Grecs avaient différentes visions du mouvement. Il y avait le mouvement naturel, c'est quand vous lâchez un objet, le mouvement forcé, c'est quand vous poussez un objet, et puis il y avait un mouvement parfait, qui était le mouvement des sphères, et avec la musique des sphères. Et donc c'est une notion entre autres pythagoricienne, et selon la légende, Pythagore aurait eu la conscience, enfin l'illumination un petit peu que cette musique des sphères. Alors c'est entre autres les planètes étant dans des distances, dans des rapports qui correspondent exactement aux rapports musicaux. Donc c'est une musique parfaite, la musique des sphères. Et il a eu conscience de cette harmonie en passant, en marchant et en entendant des marteaux qui tapaient sur une enclume. Il y avait 4 marteaux et il y avait des accords absolument parfaits. Et c'est là où il a eu conscience de cette harmonie. Et donc il unit vraiment la musique et les mathématiques. Et le rythme aussi, le rythme. Et alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, en tout cas, je ne suis pas sûr que selon une tradition au moins pythagoricienne, c'est qu'il y a eu un 5e marteau dissonant. Le 7e marteau, oui, pardon. Alors, voilà. Donc, et alors moi, j'ai toujours tendance à penser que ce marteau dissonant correspond pour nous physiciens, justement. Donc moi, on parlait tout à l'heure de la physique quantique et puis de la relativité générale. La relativité générale, c'est vraiment la physique de l'infiniment grand.
Pour moi, c'est ça qui est la musique des sphères aujourd'hui. Et le marteau dissonant, ça serait la physique quantique qui arrive et qui nous ennuie, etc. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pour moi une déformation professionnelle. C'est quoi un marteau dissonant? Voilà, là, je laisse parler les experts. Quand vous faites un son musical, il y a des sons qui sont plus proches, plus agréables pour notre écoute. Il y a des rapports de fréquences qui sont plus agréables. C'est lié au fonctionnement de l'oreille, en fait, physiologique. Donc, tu peux nous faire, on va faire une démonstration, ça serait... Oui, c'est quoi un petit son dissonant? Non, il y a une instruction très très précise. C'est un jeu savant, précis et magnifique. Sur la basse, tu peux nous faire un mi en bas, un beau mi. Voilà. Après, on va faire une octave. Voilà. Donc ça, pour tout le monde, quand vous entendez les deux sons en même temps, il n'y a aucun problème. Pour vous, ils sont mariés. C'est la même chose. Je termine ici. Ici, par exemple, c'est une K, donc c'est la troisième harmonique. Donc, 3F. Ça va tout seul. Ça. Toute la musique du Moyen-Âge à deux voix, c'est basé sur la quinte. La quinte juste. Voilà. Donc on peut multiplier, quand on va monter dans les harmoniques, donc ça c'est la troisième, un sol dièse. Non, c'est pas ça. On va faire un sol dièse. En tout cas, bon. Et donc on en... Et si. Voilà, maintenant on a empilé 4 harmoniques, et pour vous ça pose aucun problème, c'est parfaitement consonant. On multiplie, il arrive le 7e. Hein, et en latin ça s'appelle le diabolus in musica. Le diable en musique, ça sera un si bémol. Un 7e. Voilà. Un mi avec un si bémol. Ça chatouille un peu quand même. Hein. Donc il y a un alphabet qui a posé problème à plein de gens, parce que c'est le premier son qui est vraiment pénible dans la tonation. Et d'ailleurs, c'est très ancien, parce que les gens qui font avec des pianos, par exemple, il y a un marteau qui tape sur la touche, hein, vous avez déjà regardé un piano, hein, et ben, le marteau, il tape exactement à 1/7 de la longueur de la corde pour éviter ce son-là, parce que c'est désagréable. Donc c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, donc c'est pas étonnant que Pythagore ait entendu ça, c'est possible. Il y a des facteurs, des luthiers qui ont fait ça depuis très longtemps, sans avoir les maths derrière, ils le savaient de façon pragmatique. Voilà. Donc encore une fois, c'est d'abord, je pense que maths et musique, c'est vraiment, on disait consanguin tout à l'heure. J'ai juste une remarque. Alors, donc, Ariane, viens là. Tu as sollicité un rendez-vous de la part de ton maître de musique puisque tu vas te marier, j'ai bien compris? Oui, mon père. Bien, parfait. Tu as 16 ans, c'est ça? Oui, mon père. Et tes prétendants sont là. Je vois qu'ils sont pas tout jeunes. Oui, bien, alors. Je ne sais pas lequel sera le meilleur. C'est pour ça que je me suis dit que l'art peut-être m'aiderait à choisir. Mais certainement. Alors, que sais-tu des choses de la vie, ma petite chérie? Nous allons faire un petit récapitulatif. Sais-tu d'où on vient, où on va? Ben, non, mon père, je suis vraiment trop naïve. Tu ne sais rien. Non, je suis comme un cygne blanc ou une oie blanche. Que sais-tu de tes origines? Je sais que mon père, vous avez œuvré avec ma mère, qu'ensemble son ventre est devenu fort gros et que je fus expulsée. Et de là, je grandis et je suis la personne que voilà. Très bien, tu sais déjà pas mal de choses. Sais-tu des choses sur la musique qui rythme notre vie? Le sais-tu? Non, mon père, sinon que peut-être c'est comme deux cruches d'eau que l'on met soit devant, soit derrière, soit sur les côtés. Oui, très bien. Sais-tu quelque chose sur les accords majeurs, mineurs? Non, mon père. Aurais-tu envie d'un accord majeur sur mineur? Père, vous me troublez énormément. Nous en parlerons plus tard. En tout cas, penses-tu que l'émotion a sa place dans la musique? Oh oui, l'émotion, ça, l'émotion en amour, c'est tellement important, mon père. Est-ce que tu penses que dans musique et mathématiques, il y a la place pour l'instinct, la créativité, l'émotion? Oh, mon père, quand vous me parlez comme ça, c'est comme une mélodie qui sonne à mon oreille. Mais quand vous vous énervez, vraiment, c'est comme le 7e marteau de Pythagore, ça m'énerve. Parce que vois-tu, je ne suis pas vraiment maître de musique.
J'ôte mon masque, je suis Clitandre, ton amoureux. Oh, toi. Oh, toi. Tu sais, je vais être ton accélérateur de particules. On va faire un accord majeur sur mineur. Oh, écoutez, je sais plus si je dois te tutoyer. Oh, tutoie-moi, laisse tomber tous ces vieux mécréants. Ils pourraient être des grands-pères, et viens avec moi. Ils sont vachement intelligents quand même. Oui, je sais. Ils sont intelligents, ils font de la musique et des mathématiques. Et ils ont des prénoms compliqués. Ils s'appellent Aristide, Anatole ou Charles Alfred. Mais viens avec moi, qui suis Clitandre. Oh oui. Oh, si on faisait ensemble un triolet, mon amour. Oui, on a un trio beau. Oh, écoute, oh oui. Mais tout ça, je sais que c'est tellement important parce que j'ai tellement d'argent et toi tu n'as rien. Peut-être que de cette musique de nos cœurs, on pourrait passer sur les mathématiques. Combien veux-tu savoir qu'il y a dans la cassette de mon père? Tu as tellement d'argent, plus rien ne compte à mes yeux. Tu seras à moi pour toujours. Mais tu ne veux pas savoir combien mon père a de dot? Bon, alors, puisque vous vous foutez bien de notre gueule... Non, pas du tout, non. Non, heureusement, t'es tellement naïve aussi. Regarde, tourne-toi sur la pendule qui est derrière toi. Il est 12h34. Ah ben, alors il nous reste 20 minutes parce qu'il faut vraiment qu'on arrête tout. Donc maintenant, on va laisser vraiment les choses se jouer toutes seules entre vous. Qui intervient quand il veut, qui veut, au moment où il veut. Voilà. Et je vais commencer par demander à Philippe de réagir parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Donc, qu'il nous dise déjà comment il a... Et puis après, c'est chacun qui réagit comme veut. Et puis 20 minutes. Toi, Il y a la ah, maintenant, t'as un micro. Ah, ça, c'est toi en train de se faire. Il n'y a pas encore de noir. Il n'y a pas encore de noir. Non, ben, tout à l'heure, on parlait de musique et tu parlais de couleurs. Et ce qui est très intéressant dans la couleur, c'est que chaque couleur spectrale, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge, a donc une vibration. Et tu me demandes de parler du corps. Et c'est très intéressant, je vais vous donner un petit secret d'atelier. On n'est pas trop nombreux, ça va. C'est que comme chaque couleur a une vibration dans l'espace, cette vibration, le corps est capable de la traduire. Moi j'ai appris ça avec un certain monsieur Jacques Lecoq, qui est mort depuis longtemps, et j'ai travaillé avec une trentaine de personnes, je fais vite, on est une trentaine de 20 nationalités différentes, et on s'aperçoit qu'un Mexicain ou un Japonais, en fin de compte, traduisent le violet de la même façon, avec des nuances, mais corporellement j'entends. Et donc ça, on se rapproche étrangement de la musique, donc c'est comme un langage, la couleur, et ou je sais pas, un Norvégien et on va reprendre un Mexicain, vont traduire le bleu de la même façon. Donc ça voudrait dire que le corps est capable de traduire une vibration invisible par le mouvement, pas par le geste, mais par le mouvement. Mais si on a le mouvement d'une couleur, si on a le mouvement du violet, on peut passer... Tu peux le faire, le mouvement du violet? Alors le mouvement du violet, c'est tout... Imaginez ici, tout est en violet, tous ces crânes chauves ou pas ne sont pas en violet, pas toute la scène, tout ça c'est pas en violet. Pour le traduire physiquement, il faut être dans une espèce de soupe gélatineuse où tout est résistance. Tout, comme si je poussais l'espace comme ça, ça c'est du violet. Oh, ça peut faire presque un son aussi. Je vais aller vite parce que sinon ça va prendre du temps. Ah oui, non, 2 minutes. Puis c'est pas désagréable non plus. Bon, bref, donc violet, indigo, après le violet il y a l'indigo, ça fait violet, indigo, bleu. C'est super bleu. Vert, le vert c'est des lignes. Jaune, il faut sauter. Et c'est ce moment où je saute, ce moment où je suis en suspension, c'est du jaune. L'orange, je saute le plus haut possible, je fais une figure, orange. Et rouge, c'est une contraction, ici, au niveau du nombril, là, du ventre. Et autour de ça s'articulent tous les autres mouvements et on retourne un peu forcément vers le violet, puisque, comme en musique, ça tourne et on revient au départ. Donc si je traduis ça rapidement, devant vous, violet, si on passe du mouvement au geste et du geste au trait,
Ça, c'est pas normal. C'est la matière. Violet, donc résistance. Mon corps, c'est le pinceau. Violet. Oh, je suis en train de vous révéler un truc de dingue. Violet, indigo. Bleu. Deux qui me suivent. Jaune. Jaune. Jaune, c'est je saute. Donc je pars et j'essaie. Et je saute, et c'est ce moment où je suis. Donc si je peux faire que des petits gestes ici. Hein. Jaune, orange. Je saute et je fais une figure, comme une signature. Et le rouge, c'est une contraction musculaire ici. T'en écrases pas, Anatole, là, parce que... Ça va? Excuse-moi, Anatole. On a besoin de toi. Hop, rouge. Rouge, c'est donc c'est le point. De toute façon, à partir du moment où je crée quelque chose sur cette feuille, je crée un impact. Donc voilà l'impact. C'est le rouge. Ça peut être petit ou ça peut être gros. Mais après, alors forcément, je parlais de pareidolie tout à l'heure. Je pense que mon travail se rapproche aussi du travail pariétal, c'est-à-dire que il suffit de laisser les choses. Moi, j'ai simplement fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Mais l'imaginaire, il y en a qui en ont, heureusement, d'autres qui n'en ont pas, tant pis pour eux. Et on peut, à partir de ce petit travail de gamme, après cette gamme-là, commencer, tout dépend si on est attiré par l'abstrait ou pas. Si on veut du figuratif, hein, gros figuratif, etc., etc. Est-ce que vous voyez apparaître des choses? Et ça vous fait du bien? Non, il faut se faire plaisir quand même. Il faut se faire plaisir dans les émotions, voilà. Et les émotions, pour finir avec ça, ce qui est intéressant, c'est que ça vient du latin movere, qui veut dire mettre en mouvement. Donc c'est juste une sensation, en parlant des couleurs c'est tellement évident, en parlant de la musique aussi, et en parlant du jeu aussi, c'est juste d'avoir une sensation, et à un moment on la met en mouvement, on la traduit. On la traduit. Le rouge c'est la passion, vous voyez. Le violet c'est « Ah ouais, je t'aime mais je t'aime pas, pourquoi, pour moi non plus ». Bref, on peut traduire sur les couleurs plein de choses très intéressantes, voilà. Donc ça, attendez, voilà, pour finir, après, parce que les mathématiques c'est important, donc ça fait exactement... Non, pas de demande, non, je vais, parce que vous savez, c'est pas Christine ici, mais bon, allez, si ça va et vous, on se reverra tout à l'heure. Ah ouais, c'est mathématique. Ah, parce que la recherche est payée. Mais là, ah ouais, c'est la différence entre les sciences et les arts. Mais bon, on commence pas pour syndicat là. Un grand merci Philippe. Alors bon, moi j'ai envie qu'on parle sur tellement de choses là. Mais ce que je vais vous demander à tous, c'est comment vous avez vécu cette expérience? En quelques mots, qu'est-ce que vous souhaiteriez en plus, en moins? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller quelque part en vivant des séances comme celle-là, aussi bien pour les scientifiques que pour les artistes? Voilà. Comment ça vous fait réagir? Parce que c'est une expérience qu'on a vécue, et une expérience doit en amener d'autres. Moi, je donne tout de suite mon ressenti. C'est ce qui m'intéresse finalement le plus, c'est moins les mathématiques que les mathématiciens, moins la physique que les physiciens, et moins la peinture que les peintres. Enfin, c'est les deux, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on découvre ici? Des personnes qui sont derrière leurs recherches, derrière leur art, derrière leurs travaux, derrière la musique, derrière l'interprétation. Et peut-être c'est sûrement ce qui nous manque le plus, où on est encore dans des approches désincarnées. C'est-à-dire on fait des maths, mais on oublie finalement la vie de Leibniz ou la vie de quelques éléments sur Pythagore. On ne sait rien de Pythagore, mais on apprend Pythagore. On ne sait rien de Thalès, mais on apprend le théorème de Thalès. Et peut-être que si on apprend plus sur les autres, ce qui est peut-être ce qui se passe ici sur cette scène, où on partage librement, c'est de voir comment les idées naissent. Et c'est certainement moi ce qui me fascine le plus. Finalement, pourquoi Thalès, très bien, mais comment a-t-il eu l'idée? Et Alain, passez-vous le micro.
Moi, je donnerais la parole au public, plutôt que... Oui, mais le problème avec le public, c'est que... C'est bavard, je sais bien. On s'était dit qu'aujourd'hui, on ne donnait pas la parole au public parce qu'on faisait une expérience et que il faut doser quoi, dans le temps. Et voilà. Mais s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, absolument, bien sûr. Hein. Tu donnes ton temps à une question. Alors attention, hein, parce que... Bon, Anatole, vas-y. Alors, quand j'ai vu les couleurs, ça m'a fait penser au rouge et au violet. Parce que quelque part, une file infiniment petit et l'infiniment grand. Du côté de l'infiniment petit, on descend vers l'ultraviolet. Et du côté de l'infiniment grand, on va vers l'infrarouge. Donc ça fait aussi penser à une harmonie de couleurs. Et quand une théorie ne marche pas, on sent une petite dissonance. Donc on a l'impression que c'est du bruit. Et après, quand on ressent mieux, c'est là que ça redevient de la musique. Ah oui, tu le vis comme ça? Oui. Viens boire quand tu veux, Anatole. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, passe le micro à Pierre. Okay. Pierre, je sais que tu as des goûts musicaux très larges, tu étais un mélomane. Oui, moi j'allais... La musique compte pour toi. Oui, j'étais parti sur autre chose, mais... Bon, bah, pars là où tu veux. Bon, c'est des comédiens qui m'ont rappelé que dans la théorie des trous noirs, il y a ce qu'on appelle le théorème de la calvitie. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Moi, je veux savoir. Bah, écoute, je vais te dire le théorème de la calvitie, qui s'appelle le No Hair Theorem en anglais, c'est qu'on assimile un trou noir à un crâne chauve. Ah bon? Messieurs les trous noirs. Formidable. Non, mais tu veux pas... Oui, c'est un trou noir, c'est un objet extrêmement simple dans la théorie d'Einstein, tellement simple qu'en fait, il n'y a pas d'aspérité, etc. L'horizon du trou noir est assimilé. Voilà un exemple d'horizon de trou noir. Ce qu'on observe du trou noir à l'extérieur, ça ne dépend que de la taille du trou noir. Ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, c'est pas ce qui se passe. Pour reprendre sur les questions que tu posais, finalement, quel est l'intérêt de se retrouver ici, tous ensemble, par le fait qu'on t'aime beaucoup, bien sûr, qui est quand même ce qui unit. Juste rebondir sur 2-3 choses qui ont été dites et qui, à mon avis, justifient justement ce genre d'expérience. Sur le processus des découvertes, sur le processus comme pourquoi en avant. Il y a un risque, c'est de dire, bon, quand on a dit plusieurs fois ici que plus on en avance, plus l'horizon s'élargit, ça peut être bien sûr un petit peu inquiétant. Ça peut mettre en cause le fait de se dire, ben, finalement, on ne savait rien puisque tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Quand on découvre quelque chose d'autre, ça ne veut pas dire qu'avant, ce qu'on pensait n'était pas correct, bien sûr. Ça veut dire simplement, et je crois que c'est important, on l'a dit avec l'histoire du puzzle. Moi, j'aime pas l'idée du puzzle pour la recherche. Parce que dans l'histoire du puzzle, où on met des pièces, ça veut dire qu'un jour, le puzzle est fini. Et ce qui est propre à la recherche, mais pas seulement à la recherche, à la manière dont le cerveau travaille, c'est que plus on travaille, plus on met des pièces dedans, plus on en sait réellement. On sait effectivement beaucoup plus de choses qu'avant. Mais comme tu disais, l'important, c'est qu'en même temps qu'on met des pièces, les dimensions du puzzle augmentent. C'est-à-dire que plus on trouve des choses, plus en fait on se pose de nouvelles questions. Et souvent, on montre, une bonne recherche est celle qui va nous dire que la question était relativement mal posée. Par exemple, on a parlé beaucoup du vivant, puisqu'on parle de l'origine. Plus on va dans cette question, plus on aperçoit que le concept même de vivant doit évoluer quelque part, parce que c'est un concept un peu médiéval. Bon. Et donc, cette idée qu'effectivement, plus on travaille, plus on sait de choses, et il faut le mettre au positif, bien sûr. Il ne faut pas rejeter tout ça en disant finalement tout est possible, peut-être que demain on va démontrer que c'est tout à fait autre chose. Non. Mais on avance effectivement, et il faut que le cerveau humain s'habitue à vivre avec plus de questions que de réponses. Et une question, quand je dis ça, je veux dire qu'on a trop, surtout chez nous d'ailleurs, la volonté d'avoir réponse à tout, c'est-à-dire de proposer souvent des réponses qui sont d'ordre de l'irrationnel, c'est-à-dire non vérifiable, mais parce que voilà, on est content parce qu'il y a une réponse. Une réponse n'a de sens que si elle est validée par une expérience, et c'est ça pour moi le critère absolu.
Et donc, il faut qu'on s'habitue à vivre avec le fait qu'il y a effectivement beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y en aura de plus en plus. Il y a un entonnoir qui diverge comme ça. Et c'est ça qui est merveilleux. La question, par exemple, tout à l'heure, c'était de se dire, il y a 15 ans, le fameux il y a 15 ans, etc. Oui, je prends cet exemple-là, et puis éventuellement un deuxième, et je m'arrête, c'est sûr. L'histoire de la pluralité des mondes. Est-ce qu'on est seul ou pas dans l'univers? Quand on réfléchit à cette question, on n'est pas évidemment les premiers à se la poser. Là, pour autant qu'on soit capable de remonter dans l'histoire, cette question était là. Quand vous regardez Épicure, il se posait la question, il démontrait Épicure dans ses fameuses lettres sur Hérodote. Je vous conseille de les acheter, ça coûte 2 € chez Librio. De quoi? Quel livre d'Épicure? Il a écrit 3 lettres importantes dans la lettre à Hérodote, qui sont c'est quelques pages, ça coûte, je vous dis, 2 € chez Librio, et c'est absolument remarquable. Il démontre pourquoi, forcément, il y a une infinité de mondes dans l'univers. C'est extraordinaire. L'univers est infini, on ne peut pas penser qu'on est tout seul. Puis après, ça a été arrêté, et puis après, il y a eu les monothéismes, on sait bien ce que ça a donné, puisque la création, c'est qu'on est unique, forcément, puisque... Et il a fallu d'énormes travaux par Copernic, Giordano Bruno, etc., pour inverser les choses. Et on est arrivé de l'autre côté, à cette idée que finalement, parce que pendant 2 millénaires, la Terre était unique, centrale, et qu'il n'y avait que nous, puisqu'on a été créé comme ça, il a fallu retravailler sur cette question. Et donc, Giordano Bruno, je trouve le premier, a remis cette notion de pluralité des mondes à nu. Et en fait, tous autant qu'on est ici, on vit encore dans cette idée-là, qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'on est unique, que tout processus d'évolution, à un moment donné, d'atomes a donné des molécules organiques, et les molécules organiques vont arriver au vivant, et le vivant a donné le cerveau humain, et si possible, le cerveau de certains humains, etc. Et cette idée de la complexification croissante a vraiment imprégné, surtout le XXe siècle, mais parce qu'il fallait donner raison, en fait, à Giordano Bruno contre l'Inquisition. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a eu quelque chose de très fort là-dedans, et toute les missions spatiales du début de l'ère spatiale, jusqu'à il y a très peu de temps, étaient basées là-dessus. Quand les Américains ont envoyé les missions Viking en 1976, c'est pas d'après histoire, c'était pas pour savoir s'il y a de la vie sur Mars, parce que tout le monde était convaincu qu'il y avait de la vie sur Mars. C'était pour caractériser la vie sur Mars. De quel métabolisme il s'agit. On avait fabriqué des instruments à l'époque pour savoir si c'était le CO2 qui donnait l'oxygène ou l'oxygène qui donnait le CO2. Et progressivement, plus on y va, plus on regarde, plus on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que la séquence de processus, ils sont génériques en tant que processus, c'est partout les mêmes interactions, la gravité, toujours partout. Mais la forme que peuvent prendre tous les processus, les impacts, la géométrie des impacts est telle que ça va former des chemins d'évolution différents. Et donc, quand je dis qu'il y a 15 ans, on ne pensait pas la même chose, c'est qu'il y a 15 ans, et encore aujourd'hui pour l'essentiel, la pluralité du monde est la dominante. C'est-à-dire que nécessairement, il y a de la vie ailleurs. Et la question est de la découvrir, c'est pour ça qu'il y a eu SETI, etc. Or, aujourd'hui, on essaye maintenant de comprendre ce qui a pavé le chemin qui a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui, ici, dans cette pièce, et on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas de hiérarchie dans les chemins. Il y en a certains qui mènent à ça, puis d'autres qui mènent à d'autres choses. Et on a la capacité, dans ce monde de l'exploration du système solaire, de voir d'autres chemins d'évolution. Pour les univers, c'est compliqué, parce que peut-être qu'il y a aussi une certaine évolution de l'univers qui conduit à nous, il y en a peut-être d'autres, simplement il n'y a pas accès. Donc c'est effectivement toute la différence. Mais maintenant qu'on peut voir en particulier d'autres systèmes stellaires, ou d'autres systèmes de planètes autour d'autres étoiles, on s'aperçoit qu'il y en a réellement pas deux pareils et que notre système est très particulier. Et par rapport à ça, je termine juste par une idée qui revient à tout ce qu'on a dit ici. L'histoire des harmoniques, des fondamentaux et des harmoniques. Le fait qu'il y a des rapports de fréquences qui sont agréables à l'oreille, etc. Et c'est vrai qu'en physique, il y a quelque chose d'un fondamental, ce qu'on appelle des résonances. Quand un objet fait 2 fois le tour, un autre fait 3 fois le tour, eh bien régulièrement, il se retrouve à la même position. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se retrouve à la même position, il y a quelque chose d'autre qui augmente, l'amplitude, un mouvement, etc. Quand vous réglez votre poste de radio et que finalement vous avez en réglant, c'est-à-dire en changeant la fréquence, vous écoutez une fréquence à un moment donné, vous avez une émission que vous entendez, c'est parce qu'il y a une résonance, un rapport de fréquence entre la fréquence de votre récepteur et celui de l'émetteur. Et donc chaque fois qu'en physique il y a ça, il y a quelque chose de très particulier qui se passe. Et bien on vient juste de réaliser que l'essentiel des raisons qui font que la Terre est la Terre et que Mars est différent, c'est que très tôt dans l'histoire, nos planètes, contrairement à ce qu'on pensait, les planètes n'ont pas une trajectoire fixe, immuable comme du papier à musique. Elles ont migré au cours du temps. Et le type de migration a totalement modelé l'évolution. Eh bien, notre propre système, c'est la même chose. Jupiter n'a pas toujours été où il est, Saturne n'a pas toujours été où elle est, et nos planètes n'ont pas toujours été où elles sont. Et en fait, l'essentiel de ce que nous sommes provient de la manière très particulière que Jupiter et Saturne ont eu de migrer. Et pour vous donner cette idée, quand Jupiter s'est formé très tôt, bien sûr,
Elle a commencé par rentrer dans le système solaire interne. Et au fur et à mesure qu'il est rentré dans le système solaire interne, il vidait tout. Et s'il avait continué, comme la plupart de ce que l'on voit dans l'espace a fait, on ne serait pas là pour en parler, parce qu'en vidant la cavité comme ça, il n'y aurait pas eu de quoi après reconstituer. Je veux dire, la force gravitationnelle... Oui, l'interaction entre Jupiter, et non pas tant le Soleil, mais le disque de matière qui était là encore au début, fait que Jupiter est rentré dans le système. Et si Jupiter avait continué son mouvement, on ne serait pas là pour en parler, parce qu'il n'y aurait plus rien pour former la Terre, etc. Mais il se trouve qu'au même moment, dans les conditions très particulières de notre propre système, une autre planète est en train de se former, qui s'appelle Saturne, qui elle aussi a décidé de migrer. Et à un moment donné, Saturne est arrivé au voisinage de Jupiter dans une résonance précisément 3-2, c'est-à-dire que quand Jupiter faisait 3 tours, Saturne en faisait 2. Il se trouve que ça s'est passé quand Jupiter était à peu près au niveau de l'orbite de Mars actuelle. Et à ce moment-là, le rapport de masse très particulier entre Jupiter et Saturne ont fait que les deux, au lieu de continuer leur mouvement, ont décidé de repartir vers l'extérieur. Ce qui a été très sympa parce que grâce à ça, ils ont laissé du matériau au centre à partir duquel nous sommes formés. S'il y avait eu un rapport de masse différent, eh bien, cette résonance se serait faite différemment. Voilà une des raisons pour lesquelles les mathématiques nous ont beaucoup aidés, parce qu'effectivement, c'est un traitement purement mathématique qui a permis de reconstituer cette histoire primordiale du système solaire. Et aujourd'hui, dans ce qu'on essaie d'observer, on essaie de comprendre effectivement, à nouveau, la migration planétaire est un processus extraordinairement général, on en voit de partout. Et tout d'un coup, on a réalisé que nous aussi, nous sommes victimes ou au contraire anti-victimes d'une migration très particulière. Et autant la migration est un processus générique, autant les formes que ça peut prendre est très particulière. Et pour terminer sur Rosetta, ce qu'on essaie de comprendre, c'est si cette chimie très particulière qui a permis de fabriquer des constituants qui ensuite, ensemençant nos océans, donné ce que nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est une chimie très générique aussi? Est-ce que partout dans l'univers, un nuage qui s'effondre va donner ce genre de molécules, auquel cas eh bien, les mêmes processus peuvent s'être fabriqués ailleurs? Ou est-ce que c'est très particulier à la manière dont notre système s'est formé? Et il n'est pas exclu que ce soit la deuxième bande alternative qui soit vraie, c'est-à-dire qu'il faut non seulement qu'un nuage s'effondre, mais qu'à un moment donné, le Soleil naisse, l'étoile centrale naisse, qui envoie un rayonnement particulier qui va contribuer à fabriquer les molécules qui, 4 milliards d'années après, ont donné ce labo origine. Donc, mais je crois qu'il va falloir que l'on se quitte. En tout cas, je voudrais qu'on les applaudisse tous d'avoir venu là. Tu t'es sensibilisé alors? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des choses. C'est de leur faute. Puisque vous êtes des acteurs, vous vous levez et vous saluez le public. Allez, allez. Qui vous applaudit, qui vous remercie.